ravi de vous retrouver en ce samedi matin dans Liga Legends pour une nouvelle émission rétro sur notre chère Ligue 1. Une grosse équipe avec moi pour vous administrer votre dose de nostalgie matinale. Adrien, alias Scipion sur Twitter. Comment tu vas, Adrien? Bah écoute, moi je vais très bien. Revoir des images de Cheikh Diabaté, de Nicolas Maurice Velay, de Yoann Gouffran, une triplette magique à Bordeaux. Ça fait toujours plaisir. C'est les petits plaisirs pour de bosser dans cette émission, quoi. Tu as accès à toutes ces images assez incroyables. Maxime, alias Maxime sur Twitter, très original. Comment il va? Bah écoute, tout va bien, effectivement, grosse émission avant un grand week-end aussi de foot qui nous attend. Et ça m'a fait très très plaisir de me replonger, un peu comme Adrien, mais de l'autre côté, du coup, côté Marseille, avec des Salomon Lembe, côté Marseille, des Laurent Batles. Une vieille époque, mais une belle époque. Ouais, et là, tu as dû te faire plaisir. En plus, vu le sujet que tu nous prépares avec tous ces classiques que tu as dû revoir. Et Samy est avec nous également. Samy Mojtadi, comment tu vas? Bien réveillé? Bonjour à tous, très bien réveillés. Franchement, je suis très content d'être présent parmi vous. Et comme vous l'avez dit, franchement, c'est super intéressant de préparer cette émission. On voit plein d'anciennes images. Il y a des frissons, il y a des souvenirs qui remontent. Il y a des anecdotes. Franchement, c'est top. Tu redécouvres des joueurs à chaque fois. Il y a la fameuse expression quand on fait les dérushs. Je sais pas si vous ça vous le fait. C'est ah mais oui. Ah mais oui, il était là, lui. Et à chaque fois, on dit non, il jouait là, lui. Mais voilà, il y a tout un panel d'expressions qui ressort. Et je te jure, c'est un vrai kiff. Ouais, alors on me dit que mon son résonne apparemment. Ça, bizarre. Ça, c'est étonnant. Je vois pas trop Amaury, si tu arrives à trouver une solution pendant qu'on s'échauffe en attendant. Mais certains nous disent que le son est bon. Bon, apparemment, ça dépend des gens. C'est bizarre. Ok, on va voir. On va voir au fur et à mesure. On appréciera également la qualité du maillot, le très très beau maillot d'Adri. Magnifique, franchement magnifique. Franchement, il est vraiment bon. En se disant off, le seul palmarès des Girondins cette saison, malheureusement. Mais au moins on a ça. Au moins on a le titre peut-être de plus beau maillot de la saison. Voilà, on prend. Ouais, c'est déjà ça. C'est exactement ça. Mais c'est un peu Il une y a même tradition, quand même. le petit coffret collector derrière et tout, quoi, le bon Yankee. Ah ouais, bah ouais, totalement Yankee des Girondins. On va plus collectionner les maillots que les victoires cette saison, si ça se trouve, mais au moins on est là. Et il l'a fait avec un très beau pack opening et tout. Il nous a montré ça et tout. Franchement, on était dedans. C'était vraiment très intéressant. Pas très vintage le maillot des 140 ans, ouais, mais il est beau, donc on peut faire une exception. Ça passe. Il passe. C'est ça. Il passe, ça va. Bon, du coup, je vous donne le programme de cette émission. On va y aller tranquille ce matin au niveau du remontage dans le temps, je crois. Je suis pas sûr que ce soit très français, hein. Mais vous m'avez compris. On va commencer par un sujet de Max sur la remontée de Monaco saison 2013-2014, remontée assez fracassante tout de même, avec un mercato assez incroyable. On vivra les meilleurs moments du titre de Montpellier saison 2011-2012 par Adri, qui nous fera également un focus sur Aruna Dindan. Et Max nous présentera non pas un, mais 3 matchs de légende, week-end de classique, donc forcément on va se faire plaisir. 3 gros classiques, 3 gros PSG OM que l'on va revivre. Et on terminera avec un sujet de Samy sur l'un des meilleurs dribbleurs que l'on a connu en Ligue 1, mais que l'on a un petit peu, voire quasiment totalement oublié aujourd'hui. Jawed Zahiri, un joueur qui te tient à cœur, je pense, Samy. Ouais, franchement, j'ai hâte. Je suis tout excité aujourd'hui. Tu m'étonnes. Donc voilà, j'espère que le programme vous plaît, en tout cas sur le chat. On en a pour une petite heure et demie, 2 heures à peu près de stream. Prenez-vous un petit café, on va commencer très très tranquillement. On commence avec toi, Max, sur ce sujet sur l'ASM, parce que c'est vrai que même encore aujourd'hui, ça nous paraît un peu improbable de se dire que Monaco a joué en Ligue 2. Mais tu sens que eux aussi, ils l'avaient pas franchement accepté, et quand ils sont remontés, ils sont remontés bien énervés. C'est exactement ça. Alors, c'est un sujet qui m'a été un petit peu inspiré par les récentes performances de nos promus. Alors, cette année, 3 Clermont, l'année dernière Lens, où on peut remonter, et on en parlera aussi de l'année d'avant, le titre de Montpellier, qui était aussi déjà une première belle année pour un promu à l'époque. Et pour vous remettre un petit peu dans le contexte, 2012-2013, Monaco avait survolé la Ligue 2 sous la houlette de Claudio Ranieri, qui était le coach de l'époque. Le club avait été racheté par l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev fin 2011.
et champion de Ligue 2 donc une petite année plus tard. Et tu le disais Alex, ils étaient pas là pour rigoler et on le sent dès le titre de Ligue 2 parce que le lendemain du titre, Claudio Ranieri déclare « Mon objectif maintenant, c'est la Ligue des Champions. Pourquoi pas dès la saison prochaine ? Pour cela, il faut construire une équipe compétitive. Il faut tout de suite penser à la Ligue 1. C'est actuellement le moment le plus important pour construire l'équipe. » Donc tu sens que pour remonter en Ligue 1, Monaco voulait directement s'armer et je pense que c'est l'un des mercatos les plus blockbusters qu'on ait vu ces 15-20 dernières années ou qu'on ait vu tout court en Ligue 1. Alors on va faire un petit quiz les amis. Est-ce que vous pouvez me citer avec le club d'où il venait, sinon c'est trop simple, 4 ou 5 gros joueurs qui sont arrivés à ce moment-là à Monaco. Le chat peut jouer aussi. Déjà t'as Falcao qui arrive de l'Atlético. Exactement. Le duo Rames-Moutinho de Porto. Ouais. Aussi. Ocampos était déjà là en Ligue 2. T'as pas Carvalho C'était là. T'as pas Carvalho Ricardo Carvalho qui arrive Real libre. Carvalho. Libre. Non, Camille Vic c'est après. La Toul l'allant de Malaga quand même, je pense. Tout l'allant de Malaga. Tout l'allant, c'est vrai. Exact. Oh, j'en ai un, c'est pépite. J'espère que je me plante pas de saison. Elderson Echiejide. Qui arrive au mercato d'hiver, si je ne dis pas ça de compte. bêtises. Ça compte. C'est la ça bonne compte. saison. J'avais un deuxième quiz pour le mercato d'hiver qui était plus court, mais bon, ça compte quand même. Il y a pas Kondogbia. Il y a Kondogbia. Fabinho, il arrive pas cette saison-là aussi Séville, non? Fabinho était déjà là. Ah ouais, il était en Ligue 2, Fabinho. Il avait été prêté, il revient de prêt. À Rio Ave, non? Ouais. Le chat parle d'Abidal, c'est vrai, c'est très juste, je pense. Abidal qui arrive du Barça pour compléter la charnière avec Ricardo Carvalho. Il vous en manque. Je les appelle Abidal. Il vous en manque un qui venait de Lyon. Je vous aide. Un petit jeune. Mertial. Anthony Martial. Bien joué. Donc voilà globalement les plus grosses recrues du mercato monégasque. C'est pas mal pour un promu. Ça va? C'est pas mal pour un promu. Ce qui donne une composition d'équipe, alors dans une sorte de 4-4-2 losange au bout de quelques journées, le temps que tout le monde se rôde, que tout le monde arrive, etc. Subasic dans les cages, une défense à 4, Kurzawa, Abidal, Carvalho, Fabinho, un milieu donc en losange, tout l'allant devant la défense, Moutinho, Obadi qui jouera la première partie de saison donc au mitard, James en 10, et devant, Falcao et l'invité surprise de cette première partie de saison, je ne sais pas si quelqu'un là, qui fait un Emmanuel début Rivière. Exactement, qui fait un début de saison absolument tonitruant, qui va marquer, je l'avais, 6 buts en 7 matchs. Donc là, on se dit, waouh, il y a Falcao et en plus, tu as Emmanuel Rivière. C'est une doublette qui marche extrêmement fort. Je me souviens, t'avais même des débats à l'époque. Ouais, Rivière, il est plus fort que Falcao. Tu sais, la culture de l'instant, tu vois, au maximum. Je te jure que j'ai revu les matchs. Et sur certains matchs, tu te dis, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce joueur absolument fascinant? Et j'ai mal un petit peu. S'il y a des supporters de l'OM dans le chat, ils se revoient sans doute l'action où Emmanuel Rivière transperce la défense tout seul, fait un double grand pont. Ouais, non, mais oui. Et vient fusiller Mandanda dans les dernières minutes pour offrir la victoire à Monaco 2-1. On vient de le voir, justement. Voilà, après il va aller un petit peu chambrer les supporters. Bref, c'était un immense début de saison pour Emmanuel Rivière. Et donc Monaco, sur ce début de saison, va faire quasiment jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Toujours un tout petit peu derrière le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je pense, Samy, vous aviez un petit peu tremblé quand vous aviez vu le début de saison de Monaco. Ouais, il y avait quelque chose. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, en tout cas, il fallait prendre sérieusement cet adversaire, ça c'est sûr. Et un adversaire que vous aviez pas battu d'ailleurs lors de la rencontre aller. Et à la fin donc de la première moitié de saison, Monaco c'était 12 victoires, 5 nuls et seulement 2 toutes petites défaites. Deuxième place au classement derrière le PSG qui était 3 points devant et devant le LOSC qui était 3e avec un petit point d'avance. Et puis il y a le tournant de la saison, enfin ce qui est pour moi le tournant de la saison, et peut-être que dans le chat, si on a des monégasques, ils nous le diront aussi. Alors c'était pas en Ligue 1 que ça s'est passé, c'était la 40e minute de 16e de finale de Coupe de France,
où Falcao récupère un ballon à l'entrée de la surface de Chasselet, donc un match en plus avec une importance immense pour Monaco, qui avait mis sa A malgré tout. Et puis voilà, Falcao est hors jeu, le défenseur ne voit pas qu'il est signalé, Falcao poursuit sa course, le défenseur le tacle anodin, mais 6 à 9 mois de blessure pour le Colombien. Saison terminée. Si ma mémoire est bonne, c'était un défenseur turc, je crois, il s'appelait Soner Ertek. Soner Ertek. C'est une belle mémoire. Et il avait même reçu des menaces de mort de supporters colombiens à cause de ça. Ouais. Il était wanted en Colombie. C'est-à-dire qu'il pouvait plus y aller. Il rate le mondial à cause de ça, non? Non, Ouais. il est sélectionné au Il est mondial, sélectionné, mais il joue pas. Ouais, voilà. Il joue pas, c'est ça. Ouais. C'est le nom qui est sélectionné. Et donc, du coup, Claudio Ranieri est un petit peu obligé de revoir ses plans parce qu'entre-temps, bon, l'hiver est passé, Emmanuel Rivière est quand même revenu un petit peu dans ses standards plus traditionnels, dirons-nous. Et donc, arrive pour la deuxième partie de saison, j'imagine que vous l'avez peut-être, un grand attaquant, Dimitar Berbatov, qui arrive de Tu Fulham. perds Falcao, tu récupères Berbatov, ça va. T'es pas mal. On est pas mal, hein, quand même. T'as de bons standards. Ouais. Alors, c'est. Il y en a qui jouent encore avec style. Jimmy Briand, tu vois, à 40 ans. Voilà. Il y en a qui récupèrent Berbatov, quoi. Les balles perdues, ça commence. Donc c'est un autre style, ce qui va permettre à Ranieri de faire évoluer légèrement son système. Alors, on garde les 4 de derrière, on garde tout l'allant devant la défense. On ajoute Kondogbia, qui s'était un petit peu adapté et qui a, au fur et à mesure, je suis désolé Samy, sauté Mounir Obadi. Ça arrive. Malgré quand même, et il faut le noter, pour avoir revu les matchs et les buts, 2 immenses buts de Mounir Obadi en première partie de saison, dont un contre Nantes, où Rudy Rioux, je pensais encore sur ses appuis à l'heure actuelle. Et Rudy Rioux, pardon. Top but pour moi. Hein. C'est top but, c'est une frappe de 30 mètres. Je sais pas si Amaury l'a. Par contre, je sais qu'Amaury a un petit but, je crois, de Berbatov. Alors, c'est contre Nice. Certains tiens donc, évidemment. Est-ce que c'est certains y verront fameux une coïncidence, mais s'il peut nous le caler dans quelques instants, un immense but donc de Dimitar Berbatov. Mais on le voit. Je vous le laisse. Celui-là, je m'en souviens très bien. C'est assez terrible. Il est vraiment beau celui-là. Il caresse la balle. Il est incroyable. Après, Berbatov avait quand même un toucher de balle absolument sensationnel, quoi. C'est un artiste. Ah ouais, c'était incroyable. Donc, la coupe de cheveux, ça ne revoit pas. Faut pas tout avoir. À 34-35 ans, c'est toute ta priorité. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il avait d'autres priorités. Donc Berbatov remplacera numériquement Falcao. Anthony Martial se révélera aussi sur cette saison-là, avant de véritablement exploser un petit peu plus tard. Et on retrouvera un joueur qui est un peu le phénix, souvent dans ses équipes, qui a réussi à trouver sa place de titulaire et qui sera prépondérant quelques années plus tard, lors de l'année du titre, Valère Germain. Valère Germain qui sera titularisé et qui fera quand même une doublette plus complémentaire avec Berbatov que ne l'était Emmanuel Rivière. Voilà pour la compo. Et donc Monaco, sur toute la saison, et c'est quand même à noter, sur toute la deuxième partie de saison, restera deuxième. Linéaire. Jamais remplacé par Lille, par Marseille, par Lyon. Mais jamais en position de rattraper le Paris Saint-Germain, qui termineront deuxième avec 80 points, une petite dizaine de points derrière quand même le Paris Saint-Germain, qui a fait une immense saison, soyons objectifs, qui faisait une immense saison. Très grosse phase retour. Et à la fin de cette saison-là, un autre projet, et c'est là je crois Alex que tu voulais aussi qu'on en vienne, un autre projet sera impulsé, changement d'entraîneur, changement aussi de philosophie dans les recrutements, et on le verra dans les années suivantes parce que il y aura moins de gros noms déjà de joueurs déjà tout prêts comme l'était James, comme l'était Falcao, comme l'était Moutinho, des joueurs un petit peu plus à construire, Thomas Lemar, Bernardo Silva, etc. Gemerson. Bon. Ouais, Gemerson, oui, non mais ça fait partie. Ça rentre dans le projet. Ça fait partie. Bakayoko aussi. Bref, tout ça impulsé sous le nouvel entraîneur qui arrivera à la fin de cette saison-là, donc Leonardo Jardim, qui mettra un petit peu de temps à mettre en place son projet, mais qui amènera Monaco jusqu'au titre quelques années plus tard, bien aidé aussi par un petit jeune qui était monté cette année-là dans le groupe pro, Kylian Mbappé.
Ça aide parfois pour gagner des titres, même quand. C'est comme Jawad Zahiri. On l'a entendu parler à un moment donné, et puis maintenant, c'est plus trop où il est. La comparaison ne va bien. Il y en a un qui sera plus flatté que l'autre, peut-être. C'est sûr. Mais voilà un petit peu pour le Monaco. Alors c'est vrai, je me suis replongé un petit peu dans ces matchs-là. Il y a des joueurs qu'on n'a pas forcément cités, mais qui ont été quand même prépondérants et qui le seront un petit peu plus sur les années d'après, comme tu l'as dit, Lucas Ocampos, Nabil Dirar, Yannick Ferreira Carrasco. Et le soldat Radji. C'est vrai. Le soldat Radji qui démarre l'année, qui démarre à la place de Fabinho, le temps que Fabinho prenne ses marques un petit peu, lui qui revenait de près, qui fait une bonne petite saison, Radji, et puis qui deviendra quand même, sur les années précédentes, qui prendra du poids dans cet effectif-là. Mathieu Bodmer. Quoi ? Qui a perdu le ballon. Ouais, j'ai dit du coup Mathieu Bodmer. Ouais, non, c'est Mathieu Bodmer. J'avais oublié cette. Non, parce qu'il était en train de parler de poids, j'ai cru à une mauvaise vanne, tu vois. Le timing était très douteux quand même. Pas de ça chez nous, Samy. Non, je n'oserais pas. J'aime beaucoup Mathieu Bodmer en plus. C'est un ancien de la maison quand même, Mathieu. C'est vrai. C'est superbe joueur en plus. En plus. C'est vrai. Et excellent consultant. Mais Oui, c'est exact. un autre débat. Et notamment, on le voit à l'écran, là, de toute façon, Lucas Ocampos, qui n'était pas le Lucas Ocampos d'aujourd'hui, mais qui était déjà un Lucas Ocampos capable de claquer des ciseaux, des buts, des dribbles de tous les côtés. Donc, on arrivait aux prémices de ce que sera, quelques années plus tard, le titre monégasque. Certains partiront, d'autres arriveront. Mais en termes de remontée pure d'un club de Ligue 2, avec évidemment des moyens diamétralement opposés aux promus d'aujourd'hui, quand même, il faut le noter. Oui. Il y avait les moyens et t'avais aussi Georges Mendes derrière, quoi. Aussi, pour construire. Les moyens et les connexions. Il y avait tout ce qu'il fallait pour arriver et directement, au final, atteindre l'objectif que s'était fixé Ranieri lorsqu'il a été champion de Ligue 2, c'est-à-dire ramener le club en Coupe d'Europe pour les années suivantes. Tu penses que Monaco pouvait aller chercher le titre cette saison-là ? Il y a toujours le what if de si Falcao se blesse pas. Ouais. Parce que Falcao, sur la première partie de saison, il est quand même gêné par une blessure aux ischio qui lui fait rater quelques matchs. Mais il marque sa dizaine de buts sur globalement 10-12 matchs, une douzaine de matchs. C'était une folie. Et il faut se rendre compte aussi qu'en première partie de saison, Rames n'était pas encore le Rames qu'on aura vu en seconde partie de saison. Où là, pour le coup, vraiment, quand j'ai revu les matchs, j'ai été illuminé. Je faisais ça à 1h du matin dans mon salon. J'étais là, j'avais l'impression que c'était le jour, tellement il faisait beau. Incroyable. C'est un admirable joueur de foot. Et on n'en a pas assez profité, je pense, sur cette année-là. Alors, il restera qu'un an. Lui, il fait partie de ceux qui connaîtront pas le titre. Et après je sais plus si c'est juste avant ou juste après la Coupe du Monde. Je pense après la Coupe du Monde qui part au Real. C'est après parce qu'il fait une Coupe du Monde de fou. Aussi. Ah oui. C'est pas contre l'Uruguay qui met une frappe absolument monstrueuse là. Ouais, C'est ça. oh là là. En 8e. Ouais, je crois. 8e ou quart, je sais plus, mais en tout cas, Incroyable. sans doute la meilleure saison de sa carrière, 2013-2014. Et oui, on n'en a pas assez profité cette année-là, et on le voit à l'image. Hommage à Flavio Roma aussi, qui est pour le coup lui une légende, vraie légende du club avec son fiston. Donc, lui, pour le coup, c'est un bon joueur Ligue 1 Legends, quoi. Tu vois, il est bien dans l'époque, tu vois. Et puis il les a traversés en fait les époques. Il a vécu les années 2000, il a vécu un bout des années 2010, alors pas de la même manière, il était moins titulaire, etc. Mais c'est quelqu'un qui aura vu face à lui quand même une paire de grands attaquants à travers les âges en Ligue 1. C'est clair. Ouais. Flavio Roma, purée. Ça rappelle des souvenirs aussi. Hein. Alors là, voilà, en parlant de petites credonnées, il y en a une pour Alex juste avant. Bon, là, on voit le but de Falcao contre Bordeaux. Voilà, merci. Je pense que les buts contre l'OM vont pas tarder aussi, donc comme ça, il y en a pour tout le monde. Hein. Ah non, il n'y en a pas pour Samy, il n'y en a pas contre Paris. On est intouchable. Hein. À l'époque, terrible, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué de les mettre en difficulté. Et pourtant, c'était Sirigu dans les buts. Hein. Et on en reparlera tout à l'heure. Et franchement, je trouve que l'image qu'a laissé Sirigu a mal vieilli. Ouais. Parce que je le trouve pas mal. Bah je oui, le trouve pas mal du tout.
C'est plus sur la fin où tu sentais qu'il commençait un peu à s'empâter. Il perdait un peu de niveau, mais parce qu'il était. Après, je pense qu'il y avait peut-être un peu de lassitude parce qu'il était tout le temps remis en question, même quand des fois ça allait très bien, tu vois. Il y avait un petit peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'était pas assez bling bling pour l'époque, quoi. Nous sommes passés au caviar. Il faut comprendre, les gars, à un moment donné, les toasts, peu importe ce que tu mets dessus, c'est très intéressant, mais quand tu as du caviar, bah, voilà, tu oublies vite. C'est vrai. Ouais. Nous sommes ingrats, les supporters parisiens. Et même quand vous avez du caviar, vous allez chercher autre chose, quoi. La preuve, cette saison avec Donnarumma, quoi, alors que vous avez déjà Keylor Navas. C'est incroyable. Mais n'empêche qu'on parle du PSG, mais on est quand même passé à deux doigts d'avoir vraiment deux super puissances dans notre championnat. Si Monaco était resté sur ce fonctionnement type QSI, hein, vraiment, avec ce recrutement très hollywoodien, très cher, avec que des stars, des joueurs déjà faits, notre championnat aurait pu être totalement différent aujourd'hui. Alors certes, Monaco par la suite a gagné le titre, tu l'as déjà rappelé, mais qu'est-ce que ça aurait été si Monaco avait continué sur ce fonctionnement-là? Après, c'était pas les mêmes types de recrutement. Bon, on le voit, genre, je sais pas si on veut rappeler qui arrive à ce moment-là. Donc, on a quand même, donc, on l'a dit, la triplette Moutinho, Rames, Falcao. Ouais. Après, le reste, c'est quand même pas, soit des joueurs qui sont plutôt sur la fin de carrière, Carvalho, Toulalan, Abidal, sans leur manquer de respect, qui viennent là aussi pour encadrer les jeunes, et un recrutement jeune, Martial, Kondogbia, notamment. Kondogbia, attention, hein, il sortait d'une grosse saison à Séville, hein. C'était pas un gamin. Hein. Non, mais c'est un prospect. Ça reste quand même à l'époque un prospect, pas international ou très peu. Il vient pour 20 millions. Hein. Il vient pour 20 millions. C'est pas un peu plus même. C'est peut-être 20 millions secs plus bonus. Parce que moi j'avais plus à 30 millions en tête, mais de mémoire, donc peut-être que je me plante et que j'abuse, c'est possible. Combien en tout Monaco a dépensé, Max ? Je vais te retrouver ça tout de suite. Si tu me laisses 30 secondes, je te retrouve ça. En attendant, petite comparaison. Tu me dis, ouais, c'est pas exactement pareil que Paris, mais Paris, quand ils arrivent, quand QSI arrive, t'as quoi ? T'as du Momo Sissoko, t'as du Jérémy Ménez, t'as pas non plus Kevin Gamero, t'as pas non plus, t'as pas Zlatan, Thiago Silva d'entrée. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça arrive vite. Je dirais même que je pense là comme ça, que le recrutement de Monaco première saison est plus impressionnant que le recrutement de Paris QSI première saison. Hein. C'est clair. C'est clair. 160 millions cette année-là. C'est même pas un kiki. C'est même pas. Tu vois, les petits joueurs. Non mais il faut se remettre dans l'époque. Je pense qu'on n'avait jamais vu un mercato à 160 millions en Ligue 1 à l'époque. Ouais. Non, mais c'était fou. Mais franchement, moi, de souvenir, quand Monaco fait ça, déjà, je suis surexcité parce que j'ai envie de la concurrence. On a envie que la Ligue 1 progresse. Et vraiment, moi, je les voyais comme un adversaire possible du PSG. Je pensais que ça allait être vraiment les deux puissances qui s'opposent, le Nord, le Sud. Ça fait rêver. Enfin, moi, personnellement, je suis hyper content. Je suis hyper impatient de les voir jouer. C'est pour ça que c'est vrai que par la suite, quand tu vois que l'idée du projet Avengers est arrêtée dès la seconde saison, c'était plutôt décevant. Mais tu vois les Russes arriver, tu te dis super, une autre puissance financière. Enfin, moi, en tout cas, alors que je suis fan du Paris Saint-Germain, je ne m'en cache pas. Tu vois, j'étais vraiment très enthousiaste. Pareil que toi, parce qu'on les avait quittés. Voilà, ils étaient descendus en Ligue 2 avec des joueurs comme Moussa Mazou, Yarko Leko, Igor Lolo. Ils ramènent quand même. Beau séjour. Non, c'est pas Beau séjour, c'était Welcome. Welcome, le Hondurien, je crois. Ouais. Ça marche aussi. Il ramène le Falcao de l'Atlético. Et si on se remet dans le contexte, le mec, il marquait énormément de top buts avec l'Atlético. Il a remporté des Europa League. Il marchait sur l'eau. C'était un attaquant qui était impressionnant. C'était peut-être dans le top 3 des avant-centres à cette époque. Et tu disais, c'est un promu qui forcément a un peu faussé les stats quand il remonte, parce que tu te dis, c'est quoi cette équipe, comme vous l'avez dit, un peu d'Avengers, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que Maxime l'a dit, hein, si Falcao ne s'était pas blessé, est-ce qu'ils auraient pu aller titiller le Paris Saint-Germain? Mais en même temps, cette équipe, même si rapidement Rames est parti, elle a quand même posé les bases d'un super cycle avec le titre. Je pense que ça a été un peu un des matchs références de ce Monaco-là. La victoire à l'Emirates contre Arsenal avec les buts de Berbatov, Carrasco aussi qui était un autre jeune joueur qui commençait à émerger. Donc c'est vrai que ce Monaco-là, il était assez alléchant, quoi. C'était vraiment le retour du grand Monaco. Tu sentais rien qu'au recrutement que les mecs n'étaient pas là pour rigoler.
Mais est-ce que Max, toi, tu t'es renseigné, est-ce que s'il y avait eu le titre, qu'est-ce qui a décidé les dirigeants monégasques justement de totalement changer d'angle pour leur projet? Est-ce que s'il y avait eu le titre au bout, est-ce qu'ils auraient continué justement dans la surenchère ou en fait c'était juste un one shot sur une saison? Est-ce que toi t'as eu des échos par rapport à ça? Alors, c'était pas du tout un one-shot sur une saison. Je sais pas si le projet Leonardo Jardim serait arrivé aussi vite avec l'idée de construire, ou est-ce que justement ils se sont dit, bon, ça fonctionne pas avec ce qu'on a tenté de faire, et peut-être aussi que le départ de Rames a changé les plans, parce que c'était quand même leur maître à jouer, et le fait qu'ils partent si tôt, c'était peut-être compliqué derrière pour eux de se retourner, et on l'a vu l'année d'après, Jardim a tâtonné quand même. Mais quand il remonte, le directeur général de l'époque installe une nouvelle identité visuelle directement. Donc, il déclare, voilà, c'est un logo moderne qui laisse une place dans la tradition, mais qui traduit la volonté de remettre la place de l'AS Monaco sur la scène française et internationale. Je pense que s'il chope le titre tout de suite, il continue. Il continue ou parce qu'on est sur une lancée absolument fantastique. Mais cette blessure de Falcao, et je sais pas, ça serait rigolo d'avoir justement dans le chat, s'il y en a, j'ai pas vu, des monégasques, comment ils l'ont vécu, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est non pas seulement le tournant de cette saison-là, mais aussi d'une part peut-être le tournant du projet. Une vraie première cassure, parce que sur la première partie de saison, bon, ils finissent à 9 points à la fin de la saison. Paris avec 89 points, c'est quand même une saison absolument exceptionnelle. Monaco, c'est 4 ou 5 défaites sur 38 matchs. Donc, même s'ils ne jouaient que la Ligue 1, vu qu'ils revenaient de Ligue 2, enfin, ils jouaient les compétitions nationales, les coupes nationales, mais ils jouaient pas de compétition européenne. Seulement 4 ou 5 défaites, c'est presque des parcours de champion. C'est le PSG au final qui a un petit peu mis le prisme d'une saison de champion, c'est 1 ou 2 défaites. Parce qu'avec 80 points, normalement tu titilles véritablement le champion, ou tu peux l'être en tout cas. Et je pense que ça leur a fait du bien. Et là encore, je suis pas supporter de l'AS Monaco, donc peut-être que eux le vivent vraiment mal. Donc je m'excuse si c'est le cas. Mais ça leur a fait du bien de ne pas arriver et d'être number one direct. Parce que justement, ça a permis d'enclencher autre chose, ça a permis d'enclencher un cycle sans doute plus long, qui leur a permis aussi de se réapproprier la construction de joueurs. On l'a dit, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, c'est quand même une fierté, je pense, pour les supporters de Monaco, d'avoir eu un titre de champion avec une équipe relativement jeune, avec un projet de jeu vraiment tourné sur les joueurs, avec un coach qui a fait performer, voire surperformer des mecs plutôt jeune. Au final, bon, il y avait quand même Glick, Radji, on les a cités tout à l'heure, Subasic. Donc, il n'y avait pas que des jeunes, mais c'était quand même des joueurs qu'ils ont façonnés et qui ont laissé véritablement une trace dans l'histoire de l'AS Monaco. Si tu ramènes les meilleurs joueurs de la planète et que tu gagnes, je dis pas que c'est ce qu'est en train de faire le PSG cette année par exemple, mais peut-être que c'est moins marquant. Non mais un peu, mais bon, c'est pas. Après chacun, moi je vois une coïncidence. Après, mais il y a un côté c'est écrit d'avance qui fait qu'effectivement ça a peut-être un petit peu moins de saveur. C'est presque attendu comme une obligation, alors que là il y a presque un effet de surprise dans cette équipe de Monaco. Après, je dis bien presque parce qu'il y a quand même une très très belle équipe. Mais bon, non, je vois ce que tu veux dire, Max, effectivement, ouais. Ça a plus de saveur quand tu pars de plus loin, je pense. Oui, c'était un projet. Non, mais en fait, c'était un petit peu un mal pour un bien, en fait, ce changement de direction, quoi. Au début, je pense que les supporters monégasques ont dû être inquiets, parce que justement, tu rêves pendant une année et on te change les plans. Il y a dans le chat, c'est vrai qu'il y a eu une remarque assez intéressante. Effectivement, on a oublié d'en parler par rapport au divorce de l'oligarque russe, pardon. Ouais. Ça a sûrement aussi joué dans la quantité d'investissement possible, mais ouais, tu l'as très bien expliqué. C'était un mal pour un bien, et c'est aussi intéressant de gagner avec un projet sportif différent. Et l'année d'après, c'est 40 millions d'achats, par exemple. Donc on est loin des 160, dont une petite, un cinquième ou un quart uniquement sur Bernardo. Ouais. Et t'as Falcao qui en plus derrière part justement à Manchester United, à Chelsea, où il se rate tout simplement, où ça fonctionne pas. Et tu vois, quand il revient, tu sens que bon, il y a un truc, c'est pas qu'il doit prouver, mais en même temps il a aussi la responsabilité. Tu vois, Jardim lui confie le brassard. Tu sens que il y a une volonté de remettre Falcao pas au cœur du projet, mais dans un sens
Il est aussi là pour guider les jeunes, les Mbappé, les Ferran Carrasco autour, pas Ferran Carrasco, les Bernardo Silva, les Fabinho. Et c'est vrai que c'est assez marrant le changement de paradigme dans ce projet parce qu'on s'y attendait pas forcément. Mais on l'a dit, il y a eu le contexte, ça a un peu bousculé, mais ça n'a pas empêché Monaco, tu vois, de faire des super parcours européens, d'être toujours compétitif dans le championnat, de conserver un peu cette volonté d'aller chercher le top 3, voire le PSG en 2016-2017. La question importante là dans le chat de Jean Combi qui pose ça. Qui est le plus talentueux selon vous entre Falcao et Cavani? C'est vrai qu'il y avait un petit peu ce duel d'attaquants sud-américains, cheveux longs, attaquants racés, mais c'était pas exactement non plus le même style, quoi. Moi personnellement, je trouve que techniquement, moi j'avais une préférence quand même pour Falcao. Pareil, je le trouve beaucoup plus complet et capable de faire beaucoup plus de choses, notamment dans le jeu. Après Cavani, attention, hein, c'est un des meilleurs attaquants qu'on ait vu aussi sous notre nez en France. Ah oui, sans vouloir dénigrer Cavani. Mais sincèrement, le Falcao de l'Atlético et le Falcao qui arrive là dans ce contexte où il connaît pas la France, bon, c'est un joueur déjà expérimenté, etc., mais intégration d'entrée, dizaines de buts sur une dizaine de matchs, dans tous les types de matchs, dans les bourbiers, contre des tout petits clubs comme contre les top clubs, il marque contre l'OM, il marque contre Lyon. Falcao. C'est dur, hein. C'est dur à choisir. C'est pas parce que. Cache ton maillot du PSG et réponds sincèrement. Je trouve ça dur. Non, après, moi, je suis d'accord sur le côté technique. Je pense aussi qu'il y a un petit peu plus de finesse et de justesse technique du côté de Falcao. Après, il y a encore une remarque le chat est très très bon. Aujourd'hui, il y a une remarque intéressante qui dit technique pour Falcao et plus chirurgical, plus clinique pour Cavani. Je trouve que ça se tient. Voilà. Après, ils ont deux styles différents. Cavani se procurait peut-être un peu plus d'occasions. Après, il était dans une équipe qui était peut-être plus dominante aussi, donc ça a peut-être aussi aidé. Donc, je trouve ça très très dur de faire un choix. Après, moi, j'aime beaucoup les deux. Hein. Ça parce que Cavani au PSG, j'aurais du mal à. Après, par contre, je pense que ce qui peut les différencier, c'est la faute de goût de Falcao quand il est présenté avec sa veste saumon. Je sais pas si vous vous rappelez. ça, les gars, c'est éliminatoire. Donc, Cavani. Voilà. C'est beau. Et Adri, du coup? C'est vrai que si je dois, comme disaient les jeunes, choisir le prime des joueurs qui a été à son sommet le plus fort, c'est vrai que le Falcao de l'Atlético, voire celui du titre de Monaco, il était quand même assez saisissant. Mais en même temps, Cavani dans son espèce de manière de rien lâcher, d'être toujours le premier à faire les efforts et tout. Il inculque quand même quelque chose dans l'aspect mental, donc c'est extrêmement dur. Mais voilà, je dirais quand même un petit peu Falcao. Bon, c'est quand même un plébiscite pour Falcao. Merci Max pour ce petit sujet Monaco. Moi, je me suis régalé, donc merci à vous. On va passer au sujet suivant. Petit rappel, hein, évidemment, pensez à follow la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats. Vous avez le petit cœur juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines émissions. On continue avec le titre de Montpellier. Adri, petit revival de cette saison avec Belanda, avec Giroud. La révélation, Giroud, Karim Aït-Fana, Gary Bocali, une équipe championne, mais aussi une équipe extrêmement sympathique. Dès que tu en parles, tu as toujours un petit sourire en coin. C'est ça, parce que je pense que la Première Ligue a eu le Leicester de Ranieri 2015-2016 en termes de surprise, et je pense que la Ligue 1 aura pour un peu toujours ce Montpellier 2011-2012. Si on se replace dans le contexte, à l'issue de la saison 2010-2011, Montpellier termine à une anodine, voire triste 14e place pour sa deuxième saison dans l'élite, avec notamment un certain agacement de ce bon vieux Loulou Nicolin à qui on rend un hommage à travers cette chronique. Pourquoi ? Parce que si vous en souvenez, il y avait un joueur qui n'était pas, je pense, le plus esthète de la Ligue 1, à savoir Emir Spajic, qui avait causé beaucoup de dégâts, qui en gros avait pris 17 matchs. On parle d'équipes sympathiques, on arrive déjà à Emir Spajic quand même. 17 matchs de suspension pour 2 coups de coude sur Nolan Roux et Issam Djemma. Et du coup, Loulou Nicolin était un peu agacé. Voilà, René Girard est toujours là pour un peu encadrer cette équipe. Et on a parlé tout à l'heure de montant de transfert. Si Monaco a dépensé 160 millions d'euros cet été-là, Montpellier ne dépense que 2 millions d'euros. Voilà, pour Henri Bédimo, qui arrive de Lens en Ligue 2, mais aussi un autre gros coup, quand même, un transfert libre, un certain Vittorino Hilton, qui n'avait que 33 ans, qui arrive de l'OM. Ça va, il est jeune encore. Ouais.
C'est un espoir. C'était ça un peu l'objectif pour l'instant sur le terme de recrutement de Montpellier. C'était de renforcer sa défense. Pourquoi ? Parce que on avait en fait une très très belle génération de jeunes joueurs, avec notamment le titre de Gambardella remporté 2 ans plus tôt. Avec, voilà, je pense qu'on peut les citer un peu. Hein. On a commencé les Belanda, les Cabella, les El Kaoutari qui étaient là. Il y avait aussi Benjamin Stambouli, Rémi Cabella. Estrada, je l'avais oublié. Marco Estrada. Qui était venu un peu remplacer cette touche sud-américaine après le départ de Tino Costa à Valence, qui était un milieu de terrain extrêmement technique, qui équilibrait vraiment le bloc, qui était super, qui était bon, qui était dans la rotation au milieu de terrain. Il y avait aussi Benjamin Stambouli, il y avait aussi Joris Marvaux. C'est une équipe qui arrivait un peu à tourner, mais sinon en attaque, en défense, c'était à peu près toujours les mêmes joueurs, avec Cabella et Aifana en super sub. Si on parle un peu de la saison de Montpellier, faut savoir que c'est une équipe qui a toujours été présente pour lutter vraiment pour les places européennes, puis au fil de la saison pour le titre. Voilà, bon là on a vu le top but de Belanda qui est un peu le chef-d'œuvre. Contre l'OM en plus. Exactement. Élu le plus beau but de la saison avec le trophée UNFP. On a une équipe qui n'a jamais été au-delà de la 4e place. C'est-à-dire que vraiment on a toujours eu un Montpellier compétitif qui n'a encaissé que 5 défaites. Avec le PSG s'est imposé quand même 3-0. Je crois que c'était aux alentours de la 9e, 10e journée. Ça a un peu refroidi certaines ardeurs. À l'issue de la trêve, Montpellier est 2e, même s'il y a une défaite assez lourde du côté d'Évian, Thonon-Gaillard, l'équipe de Cédric Barbosa et de Cédric Cambon. Vous savez, je pense qu'on parle un peu de Stoke City, du Prytana Stadium en novembre. Aller jouer au Parc des Sports d'Annecy décembre avec un peu de neige, c'était pas aussi évident à l'époque, et c'est vrai pour avoir vu certaines images, c'était une belle galère. Mais on a une équipe de Montpellier qui n'a jamais cessé de monter en puissance, avec quand même quelque chose d'assez dans la continuité. C'est une équipe qui avait beaucoup de réussite, mais aussi qui savait s'imposer 1-0. Ça a été, je crois, le score le plus réussi par cette équipe. 1-0 contre Lyon, à Nice aussi, avec un but à la dernière minute du père Giroud, 1-0 contre Saint-Etienne, 1-0 contre Lille, le but justement d'Aifana qui va un peu pas sceller le titre, mais qui te propulse vers le titre final. Et enfin, ce succès à Auxerre avec un doublé de John Utaka dans un contexte un peu délicat parce que Auxerre, il y a une ambiance très tendue. Je ne sais pas si on se souvient, mais le match avait notamment été interrompu pour des jets de fumigène sur la pelouse. Et c'est vrai que cette équipe de Montpellier n'a jamais cessé finalement de croire. Quand on voit un peu les déclats à l'époque de Girard, de Louis Nicolin, c'est pas qu'ils se cachaient au niveau des ambitions, mais ils se sont dit ok, on a vraiment toutes les planètes qui sont alignées, on a une génération exceptionnelle. Et c'est vrai que au cœur de cette formation, on est obligé justement de parler des jeunes joueurs. La stat elle est assez éloquente. Au cours de cette saison, 12 jeunes issus du centre de formation ont été lancés quand même par René Girard, ont joué pour cette équipe. Donc c'est vrai que tu as un succès qui est quand même bâti beaucoup sur la formation, et je pense que c'est assez essentiel de le dire. Il y a le titre de 2008-2009, mais tu as aussi un autre joueur comme Mapou Yangambiwa. Mapou qui est capitaine à 22 ans et qui réussit une saison tout simplement exceptionnelle. Tu peux dire qu'au milieu de joueurs un peu plus expérimentés, notamment comme Hilton, c'est lui qui tenait vraiment la baraque, qui a toujours su répondre présent. Donc Mapou, vraiment une saison qui lui permet d'ailleurs d'intégrer sur le fil. Je crois qu'il est retenu par Didier Deschamps en tant que 24e homme. Je crois qu'il y a aussi Gourcuff pour l'Euro 2012. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Samy. Mais ce Marseille-Montpellier, c'est un peu le PSG Bordeaux de 98-99. Du côté du Vélodrome, on n'a pas trop forcé, j'ai l'impression. On était chill ce jour-là. Petite fatigue, ça arrive en fin de saison. Petite carence en vitamine C. Du mois d'avril, c'est connu forcément. Des choses qui arrivent. Ceci dit, les Deschamps étaient moins dedans. Bon. Mais parlons-en quand même de Belanda, parce que certes, il n'aura pas forcément confirmé par la suite, ou du moins que par intermittence, on va dire. Mais quel joueur c'était et quelle saison il nous fait. Il était quand même assez incroyable sur cette saison-là, vraiment. Ça faisait rêver. On en voyait. C'était la nouvelle star. Très déçu de son départ au Dynamo Kiev, il me semble. Ça c'est quand même l'énigme. Pourquoi tu pars au Dynamo Kiev ? En plus, il fait le choix juste parce qu'il décide de rester pour découvrir la C1 avec Montpellier. Donc on voit quand même il y a le côté affectif. Après c'est vrai que tu pars à Kiev, déjà ça sent pas bon. Tu te dis déjà il y a un petit souci
niveau sportif, j'ai l'impression que la direction n'est pas forcément la bonne. Mais oui, sur cette saison 2012, on en parlait en off tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que s'il avait choisi la sélection française, il aurait été dans la liste de Laurent Blanc pour l'Euro 2012, pardon, j'en suis convaincu. Il fait une saison énorme, que ce soit, tu l'as dit, il est décisif, il est bon aussi, il met des buts, il met des passes décisives, il réalise des gestes de grande classe sur un terrain, c'est des choses qui font rêver, hein. C'est un petit peu le style de joueur que tout le monde aime apprécier. Et après, voilà, peut-être que je connais pas le bonhomme particulièrement, peut-être que voilà, les choix de carrière, on peut pas, il y a des choses qui arrivent. On sait qu'il avait un tempérament, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il l'a très bien montré en Turquie d'ailleurs, mais même à Montpellier déjà, il avait déjà montré qu'il avait un certain tempérament. C'est peut-être ça qui lui a joué des tours, mais en tout cas, clairement sur cette saison 2012, tu l'as dit, hein, le duo Chamakh-Gourcuff, ça y ressemble beaucoup, et je pense que la grande saison d'Olivier Giroud aussi doit beaucoup aux performances de Younes Belhanda. Il y a un autre aussi qui était très très fort et qui lui a vraiment disparu. Belhanda a quand même fait une belle carrière derrière. Il est notamment passé par le Grand OGC Nice, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, c'est réussi. Mais c'est son prime, c'est ça. Exactement. Et n'empêche qu'il a failli gagner un titre de champion cette saison-là. Moi, je l'oublie pas. Et d'ailleurs, il avait été assez exceptionnel sur cette saison sous Lucien Favre. Mais blague à part, il y avait un autre joueur que je trouvais particulièrement doué balle au pied et qu'on n'a quasiment plus jamais revu par la suite, c'est Karim Aït Fada. Là, le mystère est encore plus total avec ce joueur-là. J'ai jamais compris ce qui s'était passé. Ouais. Il était génial avec Montpellier. C'est un des symboles du titre, parce que voilà, je te dis, il y a ce but contre Saint-Etienne, ça rappelle un peu, finalement, on a parlé tout à l'heure de Bordeaux 99, c'était un peu leur Feindouno, quoi. C'est vraiment le jeune joueur de la réserve, enfin du cru qui performe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tu vois, Karim Fana, j'ai regardé, il a 32 ans, voilà, il a essayé de rebondir à Nîmes, à Marseille Consola, au Wydad, au Maroc. Je crois qu'il y a aussi, c'était un joueur quand même assez fragile, mine de rien, en termes de physique et tout, donc il n'a jamais pu vraiment enchaîner par la suite. Il a eu une terrible blessure, non? C'est ça qui l'a arrêté. Il s'est fait les croisés, il me semble, peu de temps après. Et je crois qu'il se fait les croisés même durant la saison de Ligue des Champions, non? Je sais pas. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il se fait les croisés à ce moment-là. Donc ouais, c'est voilà. Il s'en est jamais remis, quoi. Exactement. Ça tient à rien, parce que même lui, il avait montré dans un style différent de Belhanda, il avait montré aussi un énorme potentiel. Et il me semble aussi qu'il avait été appelé en équipe de France Espoir avant de choisir la sélection marocaine. C'était quand même un prospect du football européen et donc du football africain. Donc ouais, c'est encore dommage, hein. Les blessures, ça peut vous ruiner une carrière. Ouais. Et on disait tout à l'heure les retours des promus, donc on parlait de Monaco, c'est peut-être l'année de prime d'Aït Fana, c'est quand Montpellier remonte en Ligue 1, c'est cette année-là qu'il explose tout. Et c'est vrai que l'année suivante, bon, il se blesse, je sais plus si c'est en mars, en février, mais pendant les mois un petit peu froids, il se fait écraser et on connaît la suite. Et il est moins prépondérant quand même sur l'année du titre. Je sais pas toi, Adri, mais... Non, c'est vraiment, en termes de sortie de banc, c'est vraiment Cabella, tu vois, qui est vraiment l'offensif numéro 1 pour suppléer Utaka ou Camara. C'est vrai qu'il y avait le jeune Utaka dans cette équipe, on n'en parle jamais. Utaka, tu vois, ça c'était vraiment la bonne pioche, parce que c'était le mec expérimenté qui avait performé à Lens, à Rennes, et qui, voilà, il avait 33 ans, mais il avait encore toutes ses jambes, et finalement c'était vraiment le très très bon complément en attaque. Voilà, merci à Maury de nous montrer l'équipe type. C'est vrai que voilà, Aït Fana était peut-être un peu derrière Cabella en termes de sortie de banc, mais il y a quand même ce but, tu vois, contre Lille, qui est déterminant pour le titre. En plus, ça intervient, je crois, à la 95e minute, donc vraiment avec toute la paillade qui célèbre, ça c'était assez phénoménal. Mais tu vois l'engouement. Je vous conseille d'ailleurs la série de reportages Le Retour des Héros qui passe en ce moment à la télévision, qui est exceptionnelle, parce que si on connaît pas trop l'environnement de Montpellier, moi je connaissais comme suiveur, mais je suis pas un spécialiste du club de Montpellier. Tu vois, en fait, ce qui rend beau ce titre, c'est que c'était inespéré. C'était vraiment inespéré, que c'était pas un club qui était destiné justement à régner un jour sur cette Ligue 1, et c'est ça qui rend le titre aussi magnifique. Tu vois la ferveur, on se rend compte, voilà, que c'est un vrai grand club du Sud avec sa propre communauté, et ça a rendu tellement de milliers de gens heureux. Enfin, moi personnellement, même si Paris on aime tous ce genre d'histoire en même temps. Tu vois, même si Paris a pas eu le titre face à eux, j'ai trouvé que l'histoire, elle est belle, et quand on en reparle là maintenant, 9 ans après, et ben voilà, ça n'a pas bougé, et ben tant mieux qu'ils aient gagné.
Et il me pensait, on l'a dit pour Loulou Nicolin, alors on n'aura pas l'image, mais c'est la fameuse promesse, voilà, si Montpellier est champion, je me fais la crête orange et bleue aux couleurs du club. Et voilà, il a montré sur le parvis, je crois que c'est la place de la Comédie, quand Montpellier a montré son titre de champion. Ça restera une des images fortes, quoi qu'il arrive, de la Ligue 1 au XXIe siècle. D'ailleurs, c'est ce que nous dit Hazard sur le chat. Les astres étaient alignés pour que Loulou Nicolin gagne un titre avant de partir. C'est beau. J'avais une question pour toi, Adri. Alors c'est un peu le prime quand même de René Girard, ce titre-là. Ah oui. Et je sais que toi, tu es quand même plutôt expert des jeunes. À quel point son passage en équipe de France jeune, dans toutes les équipes de France jeune notamment, a pu lui permettre de transcender? Est-ce que tu penses que c'est en équipe de France jeune justement ça lui a permis sur cette année-là de faire un exploit, n'ayons pas peur des mots, un gigantesque exploit, et notamment avec toutes ces jeunes sortis du centre que tu as cités tout à l'heure? Est-ce que ça vient de là? Est-ce que le secret de René Girard sur cette année-là vient de ces années d'expérience en équipe de France? C'est une très bonne question, et je pense qu'il y a de la vérité dedans. Pourquoi? Parce que René Girard aimait beaucoup en fait responsabiliser les jeunes qui considèrent matures. On l'a dit, le brassard de capitaine pour Mapou, mais aussi pour Belanda, vraiment responsabilisé, pas dans le vestiaire, mais au cœur du jeu. Et il l'a dit, voilà, moi je suis arrivé, j'aurais été fou de ne pas aligner un gamin avec un tel talent, et j'ai tout de suite décelé, voilà, cette espèce de supériorité technique qui me permettait, voilà, de répondre aux attentes. Tu vois, il y avait des joueurs un peu d'équilibre au milieu de terrain qui n'étaient pas les plus fantasques, avec Estrada, Saïd, Margot, mais il lui fallait vraiment ce créateur. Et en fait, il n'en avait qu'un seul de véritable au sein de son effectif, c'était Belanda, qui avait alors 21 ans, 22 ans. Et lui, il s'est dit, OK, moi, c'est vraiment celui qui va être mon numéro 10, et je veux vraiment lui donner les clés. Et c'est vrai que dans les déclarations d'époque, ça se retrouve vraiment cette filiation formateur, post-formateur. Et je pense que René Girard avait vraiment l'œil pour ça. En termes d'exploits, Montpellier, donc 2011-2012, c'est ça la saison, c'est les 10 ans d'ailleurs cette saison. Ou LOSC l'année dernière, quel est le plus beau selon vous? Montpellier tous les jours. Ouais, il n'y a pas de débat. Ouais. Même si, tu vois, le PSG n'était pas encore, avec tout son rayonnement, sa dimension, le projet QSI se mettait petit à petit en place. C'est vraiment une équipe, comme je l'ai dit, tu vois, ils partaient quand même de loin, avec une ossature qui restait de Ligue 2, avec un mercato assez faible. Quand tu vois, le LOSC allait chercher quand même un Jonathan David à 30 millions d'euros, même si tu vois, il y avait des très très bonnes idées. C'est vrai que je pense que ça restera l'exploit le plus incroyable de la Ligue 1 sur ces dernières années. C'était pas le même budget, c'est pas les mêmes infrastructures. Il faut voir le domaine de Luchin à Lille, c'est quelque chose quand même. Ils ont quand même des installations de très très haut niveau. Non, pour moi c'est pas bon. Après, le seul point où on pourrait débattre, c'est justement la concurrence. Tu l'as dit, c'est pas le même PSG en face, donc c'est là ce serait le point de débat. Mais en tout cas, dans l'importance du club, la grandeur du club, Montpellier, comme tu l'as dit, il y avait rien de prévu. Ouais, c'est ça. Lille a quand même fait des transferts à 20-25 millions, des Renato Sanchez, des Jonathan David. Et ils avaient une ossature non plus très bas, quoi. De bons joueurs quand même. C'est très juste. Ouais. Et sur la concurrence de l'époque, tu avais quand même le Lille d'Eden Hazard qui, avant de partir à Chelsea, et Hazard est en concurrence avec Giroud et Belanda pour être le meilleur joueur de Ligue 1. Le NFP, c'est lui qui obtient ce titre. Donc tu vois, c'était vraiment un Hazard qui était déjà assez rayonnant. Tu avais le Lyon de Lissandro. Tu avais quand même l'OM qui pouvait un peu encore traîner là. Mais c'est vrai qu'en termes de concurrence, c'était peut-être pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais tu avais quand même des équipes avec de sacrées individualités. Ouais. Cacao United sur le chat qui nous dit je pense à Hassan Kabzé. J'avoue que celui-là je l'avais pas du tout, j'ai dû faire une petite recherche Google, je l'avais complètement oublié. Voilà. Celui-là il est très très bon, franchement fallait le trouver. Attends, j'en ai un autre qui est l'attaquant qui arrive pour remplacer Giroud en Ligue des Champions, Herrera quand même. Ah oui, ça je me souviens, El Tanque Herrera. Ouais. El Tanque, ça quand t'as un mec qui a son nom comme ça, tu sais que c'est jamais bon signe. Oui, ça veut dire grand costaud qui a pas de technique. Et du coup, il y a quelqu'un qu'on n'a pas cité, mais je pense que c'est bien aussi de le remettre à l'honneur, c'est Jourdain. Parce que Geoffrey Jourdain, on en parle souvent pour l'aspect extrasportif ou pour ses coups de gueule, ses déclarations, etc. Mais cette année-là, arrête-moi si je dis une bêtise, Adri, mais il est quand même l'un des éléments aussi prépondérants. C'est la meilleure défense du championnat ou presque. Et il leur gagne quand même pas mal de points sur toute l'année. Il est déterminant, et même plus que Jourdain, j'associerais aussi Pionnier, qui a dépanné, je crois, sur 7-8 matchs, en raison de petites blessures de Jourdain, et qui a toujours répondu présent. C'est vrai qu'en termes de gardien, Jourdain, on a tendance un peu à l'oublier, à le dénigrer facilement, mais sur cette saison-là, il est quand même très très bon. Et en plus, il sort de l'INF Clairefontaine, on se souvient de ces fameuses images avec Ben Arfa, Diaby, tout ça, qui n'étaient pas forcément, on va dire, glorieuses pour lui, mais sur l'aspect purement sportif,
Il leur a sauvé beaucoup de ballons, notamment des situations chaudes. Je t'ai dit, franchement, Montpellier, je crois qu'ils ont au moins 9-10 victoires à 1-0. Et à chaque fois, Jourdain a été prépondérant, a été décisif. Donc, je trouve que c'est bien de lui rendre hommage. Et même, j'associerais aussi les vieux briscards comme Romain Pitot, comme Cyril Jeunechamp, qui étaient là aussi pour un peu encadrer le vestiaire. Et je pense qu'ils ont aussi leur part dans ce succès. Romain Pitot et son match face à Schalke, le Andrea Pirlo français, on La plus n'oublie grande pas. compilation d'histoire. La plus grande compilation d'histoire, tout simplement. Elle est magnifique, on vous la conseille sur YouTube, vraiment, c'est un vrai plaisir pour les yeux, assez incroyable. Et le pire, c'est que c'est même pas ironique, hein. Le mec fait un super match contre Schalke, incroyable, assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait juste après? J'ai plus mon petit conducteur sous les yeux, excusez-moi. Je crois que c'est de l'ami Arruda. Ah oui, mais c'est encore à toi du coup, Adri. Petit focus, on parlait de John Utaka, mais un petit Haruna Dindan également, ça peut être assez sympa. Ouais, tout à fait. Je pense, Alex, Samy et Max, aujourd'hui à Haruna Dindan, qui, je pense, est un peu un des attaquants phares de la Ligue 1 des années 2000, peut-être pas en termes de statistiques, mais de rayonnement. Pourquoi ? Parce qu'il symbolise un RC Lens qui a toujours su recruter de manière intelligente en attaque, mais aussi, malheureusement, le déclin de ce club, parce qu'il fait partie de l'équipe qui descend en Ligue 2. Malgré lui, déjà, Haruna Dindan, qui sait, c'est un des fils spirituels de Jean-Marc Guillou à la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire. Voilà, il a été formé avec les Kolo Touré, les Barry Kopa, les Bakary Koné et Didier Zokora. Il fait partie un peu de cette superbe génération qui arrive. T'avais l'impression qu'il sortait pépite sur pépite comme ça, c'était incroyable. C'était une success story assez phénoménale. Tu vois, c'était un peu en même temps aussi que Gervinho. Tu vois, c'est ces attaquants qui arrivaient, qui émergeaient en Europe et qui étaient tout de suite prêts pour le très haut niveau. Haruna Dindan, avant d'arriver en Ligue 1, il a quand même performé du côté d'Anderlecht où il a marqué énormément de buts en 5 saisons. Où il a été vraiment un attaquant qui a marqué de son empreinte le championnat belge. Quand il arrive à Lens, il tarde un petit peu, tu vois, à se lancer. On sent que c'est un attaquant qui a du potentiel, mais il décolle pas tout de suite. Sa première saison, il ne marque que 6 buts en 28 rencontres. C'est vraiment, je pense, à la Coupe du Monde où il réussit un super match contre la Serbie-Monténégro avec la Côte d'Ivoire. Il marque un doublé où on se dit, OK, là, il est prêt pour être définitivement l'attaquant numéro 1 du Racing. Et c'est cette saison 2006-2007 où il réussit énormément de bonnes choses. Il faut dire qu'il était quand même très, très bien entouré, avec notamment Jussier, avec Daniel Cousin, avec Olivier Tomert, avec Monterrubio, avec Carrière. Il y a toujours eu en fait des mecs pour lui donner vraiment le ballon. On dit Tomert, j'ai toujours dit Tomer, moi. Tomer, moi aussi. Tomer, je ne sais pas si il y a une bonne école. Voilà, c'est vraiment la grande saison 2006-2007 du RC Lens qui échoue d'Arien en Ligue des Champions, notamment un dernier match à 3 qui sera fatal à l'équipe de Francis Gillot. Et c'est derrière, la saison 2007-2008, comme j'ai pu le dire, c'était un peu la saison délicate du Racing qui descend à l'issue de ça. En plus, Haruna Dindan, malheureusement pour lui, se blesse, une grosse blessure au ligament croisé qui va un peu signifier le début de la fin de son ascension parce qu'il était vraiment parti pour marquer les sommets. Il va être en train de rebondir plus tard en Ligue 2 avec Lens ou même en Angleterre à Portsmouth, mais ça n'a jamais trop matché. Si on parle un peu du profil de l'attaquant, c'était quelqu'un qui dominait physiquement les adversaires, qui en défense était quand même très très dur à marquer, à manier. Et voilà, quand il se retrouvait dans la surface, que ce soit le jeu de tête ou pied droit, pied gauche, il pouvait être dangereux. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi un attaquant qui était extrêmement malin dans sa finition, qui, s'il pouvait faire un petit piqué, c'était pas juste pour du superflu, c'est vraiment que le piqué était essentiel. Amaury, si tu peux montrer, je pense, l'un des grands matchs de ce Racing de l'époque, et surtout, le but phare d'Haruna Dindan, c'est le fameux Saint-Étienne-Lens, avec Saint-Étienne qui mène 2-0 à Bollaert, et cette équipe de Lens qui revient, qui passe devant avec un dernier but d'Haruna Dindan, un peu dans son style, c'est-à-dire qui sait... Oh la violence. Oh là 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 là, j'avais complètement oublié ce but. Jeannot, il est médusé. Il sait pas quoi dire le père Jeannot. Voilà, c'est vrai que je pense que c'était pas mal de rendre hommage à Haruna Dindan aujourd'hui parce que quand on évoque son nom, ça dit quelque chose, mais on se souvient pas forcément de pourquoi il était aussi déterminant. Et au final, c'est un attaquant qui, je pense, ça fait partie d'un gros projet.
d'un gros regret parce que en revoyant les images, je me dis ce mec-là, forcément, il n'est pas dans la catégorie des Drogba, des Paoletta, des Anderson, mais c'est vrai que s'il avait pu continuer sur cette lancée, s'il avait pu faire un bon petit transfert derrière, justement dans un Lyon, dans un LOSC, je pense qu'il aurait pu atteindre ce niveau parce qu'il y avait des très très bonnes dispositions. C'est vrai, mais d'ailleurs, quand il arrive à Lens, il arrive déjà avec une énorme réputation. Moi, je me souviens même que certains se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait à Lens ? Certains, on l'imaginait déjà en fait dans des plus gros clubs. Par exemple, ça n'aurait pas été choquant de le voir arriver direct à Lyon, parce qu'en Belgique, vraiment, il s'était fait une réputation de malade. C'est ce que nous rappelle d'ailleurs JL sur le chat. Aruna Dindan, c'est une des plus grosses légendes de la Jupiler League et du RSC Anderlecht, et son duo avec Yann Koller est encore dans les mémoires. Et c'était vraiment un énorme coup pour Lens à cette époque-là. Je me souviens, enfin, je l'imaginais plus grand. Je suis étonné qu'il ne fasse qu'un 74 avec un tel combo racé-puissance. Ouais, c'était un joueur trapu, ouais. Mais tu l'as dit, mais en plus quand il arrive à Lens, je pense en plus pour les fans de Football Manager ou l'entraîneur, mais c'était un monstre, et c'était un monstre à prendre, Dindan. Donc forcément, on le connaissait sans forcément suivre la Jupiler League. Il était déjà international depuis 5 ans quand il arrive à Lens. En Côte d'Ivoire, c'était un joueur très respecté, très important aussi dans le dispositif des éléphants. Donc tu l'as dit, il y a quand même, je dirais pas une déception, parce qu'il fait quand même une carrière très honnête. Je crois qu'il a le soulier d'or et le soulier d'ébène quand il est en Belgique. En France, tu l'as dit, il fait une bonne saison à Lens à plus de 10 buts. Ça reste quand même très honnête, mais c'est vrai que dans l'ensemble, sa carrière est une déception, parce qu'on pensait, en tout cas même moi en tant que suiveur du foot africain, peut-être pas la relève de Drogba ou son égal, mais au moins voilà une plus grosse carrière à une échelle européenne en tout cas. Et c'est vrai que c'est en ça que ça reste une déception, parce que je pense qu'il avait quand même le potentiel pour faire mieux. On le voit sur le but qu'il met, il y a un petit peu tout. Moi je trouve que son but, ça le représente bien, c'est-à-dire que c'est la vista. C'était vraiment, voilà, c'est la vista, le football a pris dans la rue, tu le sens tout de suite sur son petit coup là, et après la force physique, il était très rapide mais très physique, le coup de physique qu'il met au défenseur stéphanois, voilà, il avait tout, peut-être pas la taille pour marquer de la tête, mais bon, on peut pas être parfait, mais voilà, il avait quand même des qualités quand même assez impressionnantes, et c'est pour ça qu'il y a une petite déception peut-être le concernant. J'ai quand même une pensée pour les défenseurs qui se sont coltinés une attaque cousin d'Indan. Je pense qu'à la fin du match, t'es épuisé, quoi. Je veux dire, là, des hématomes partout. Ah ouais, non, mais ça va être indécent, quoi. Les deux taureaux, là, comme ça, qui te foncent dessus pendant 90 minutes, je pense qu'à la fin du match, t'as envie de dormir pendant 3 jours. Oh, la violence du duo, quoi. C'est vrai que c'est pas forcément le duo dont on se souvient le plus, mais là, quand je revois les images, je fais ah oui, quand même. C'est vrai que c'était pas mal aussi, quand même, cousin d'Indan. À Lens, tu vas peut-être plus te souvenir d'un Morera Outaka, tu vois, quand il s'était allé en Ligue des Champions. Mais tu vois, vraiment, en revoyant les images. Morera Bakary. Oui. Et Loa Verel, pour les plus vieux. Verel Drognac, c'est ça? Alors, on rappelle que Dagui Bakary a fait de Maldini et Nesta sa chose quand même, en Ligue des Champions. Une fois, ouais, mais il l'a fait. Mais ça suffit pour rester dans la légende. Ouais, voilà. On n'a pas les images, c'est Ligue 1 Legends, c'est pas Ligue des Champions Legends, mais si vous pouvez faire une petite recherche, c'est quand même assez exceptionnel. Mais tu vois, c'est vraiment assez saisissant. C'est Lens qui, en 2007-2008, descend avec Dindan, Monterrubio, Carrière, Loïc Rémy. C'est vraiment quelque chose qui, moi, elle m'a épaté en voyant l'effectif. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse arrivée de Giroud qui n'était resté que 4 petits matchs. Le duo Papin-Wallem, le riz de Niel Leclerc qui revient. C'est vrai là, c'est le début de la fin. C'est vraiment ça. Quand je te dis que c'est ce match à 3 où ils perdent, ils ratent la qualification Ligue des Champions avec Francis Gillot, tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose, une vraie cassure. Alors que Lens était parti vraiment pour s'installer continuellement dans le top 5, top 6, avec toujours cette idée de bien recruter tout ça. Voilà, des saisons 2006-2007, c'est aussi par exemple un Sebou Keïta qui était incroyable, qui était rayonnant. Tu vois, toutes les planètes étaient alignées et malheureusement, il a suffi de cette cassure-là pour derrière descendre.
Ouais, perdre la qualification à cause de 3, ça doit faire mal au cœur, nous dit Chabzer sur le chat. Ouais, effectivement, c'est un peu la loose quand même. C'est un petit peu la loose. Mais ouais, c'est vrai que si Lens a autant souffert, ça part un peu de là. Hein. Tu sentais qu'à un moment donné, ils avaient un peu perdu pied. Et il y avait plus. Ils n'ont pas réussi en fait à donner de la continuité. Mais on avait déjà fait un sujet d'ailleurs, League of Legends là-dessus la saison dernière sur le fait que autant c'était vraiment le club du Nord qui montait sur la fin des années 90 et début des années 2000. Et après, ils n'ont pas réussi justement à step up, contrairement à Lille qui a réussi derrière à se construire sur la durée. Ça, c'est un peu le souci avec ce RC Lens. Ouais, totalement. Mais pour terminer sur Aruna Dindan, voilà, on gardera quand même le souvenir d'un attaquant. Samy a bien résumé le mot de Vista, qui savait allier cette puissance et cette espèce de malice aussi devant le but. Et je pense que c'était pas mal de sur les images, parce que voilà, tu vois, Aruna Dindan, quand on dit son prénom, son nom, bah on se dit voilà, ça fait un peu rigolo quoi. Mais en fait non, le mec était pas du tout drôle sur le terrain. Et tu l'as bien dit, pour les défenseurs, c'était un vrai calvaire. Ouais. Ouais. Ah non, moi j'ai jamais trouvé rigolo. Au contraire, rien que le nom, tu sens que tu vas passer un mauvais quart d'heure, quoi. Je sais pas, ça dégage de la puissance. Rien que le nom dégage de la puissance, moi je trouve. Après, je suis peut-être influencé par ce que j'avais vu à l'époque. Mais ouais, non, sacré joueur, un peu espoir déchu au final, miné par les blessures, comme beaucoup, malheureusement. Parcours classique, on dira. Ouais, on va dire ça. Merci en tout cas pour ce petit focus, parce que c'est vrai que même moi, pour le coup, je me souvenais pas si bien que ça d'Aruna Dindan et de ce qu'il était capable de faire, notamment son but contre Saint-Etienne. Je l'avais complètement zappé, et c'est quand même une sacrée œuvre d'art. Hein. Ouais. C'était quand même quelque chose. Hein. Ce week-end, on a droit à un petit classique dans notre cher Ligue 1, petit PSG-OM à venir. On commence à se chauffer avec une petite rétro de ces grands classiques. On a pour habitude de faire un match de légende dans la bataille des mugs sur League of Legends. C'est violent ici. On a pour habitude de faire un match de légende chaque mois. Là, pour le coup, on va en faire 3. Max, tu t'es chauffé, tu nous as fait un top 3 de tes classiques préférés, ou en tout cas des plus grands classiques selon toi. Exactement. Quand on a parlé du sujet, c'est vrai qu'on s'est dit quel match choisir au final de ces 30 années de rivalité. C'était trop dur d'en choisir un seul et d'essayer de contenter tout le monde. Du coup, on a essayé d'en prendre 3. Un qui met en valeur l'OM, un qui est plutôt neutre et un qui met en valeur le Paris Saint-Germain. Tous les 3 dans des momentum assez importants pour les équipes, ou en tout cas des matchs qui ont décidé des issues de championnat ou qui ont fait confirmer ou infirmer des dynamiques. Alors, j'imagine que dans le chat, il y en aura plein d'autres idées de classico qu'on n'a pas mis dedans. On peut penser notamment au classique de Ronaldinho, qui lui pour le coup a salement sali l'Olympique de Marseille plus d'une fois. On peut penser au match où Florian Maurice va jeter, après avoir marqué sa chaussure dans les tribunes du Vélodrome, qui est resté un peu une célébration dans l'histoire de la Ligue 1 et surtout quand même dans l'histoire de l'OM. C'était à la fin des années 90, début des années 2000. La simulation ou la faute, honteuse faute d'ailleurs, sur Ravanelli. Chacun fera ce... Voilà. Déjà, faute et Ravanelli, tu sais qu'il y a débat. Non. Mais quand on te crochette le pied, c'est faute dans la surface. C'est dans les textes. Ouais, bien sûr. Ouais. Bref, on va commencer, donc on va les faire par ordre chronologique. Alors si Amo peut nous mettre des images, on va commencer par le plus ancien, qui est celui de février 2010. Alors, je vais vous citer un petit peu les compos et le contexte. Donc, avant le match, donc on joue la 26e journée de Ligue 1. Marseille est 2e avec 48 points, 3 points de retard sur l'ogre girondin de Bordeaux à l'époque. Et le PSG, alors il faut scroller vers le bas, le PSG est 12e avec 33 points. Et on verra malgré tout que dans le match, cette différence va pas forcément se... Je viens de voir passer Apoula Edel. Excusez-moi. Alors attends, je propose une minute de silence pour le football. League of Legends. Ah ouais, non là... Déjà tout à l'heure j'ai vu Patrick Barul, j'ai rien dit, mais Apoula Edel, il y a des limites quand même. Est-ce que vous êtes prêts pour les compos? Alors on va commencer par celle qui a sans doute le plus marqué les gens, donc celle de l'OM. Mandanda, 4 derrière, Heinze, Diawara, Mbia, Bonnard.
un milieu à 3, Édouard Cissé, Lucho et Benoît Chéroux, qu'on avait eu l'occasion de voir avec nous l'année dernière sur la première saison de Ligue 1 Légende, et un trio offensif, Ben Arfa, Valbuena, Mamadou Niang, qui était globalement, à l'époque, la compo standard. On peut rajouter parfois du Baki Koné, du Charles Caboret, du Tai Taiwo ou du Brandao, mais globalement, on est quand même sur plus ou moins l'équipe type de l'OM. En face, alors là, accrochez-vous pour ceux qui n'ont pas connu le PSG R avant Qatari. Donc au gardien, tu l'as dit Alex, Apoula Edel. Une défense à 4, Sylvain Armand, Zoumana Kamara, Sami Traoré, Sahara. Sami Traoré, Sami. bien sûr. Sa Maradona. C'est ça. C'est validé tout ça, c'est validé. Hein. Ah, bien sûr. Un milieu à 4, Les vrais savent. Makelele, Jérémy Clément, Le Mac. Ludo Giuli. Quelle Et équipe. sur l'aile droite, attention, Christophe Jallet, sur ce match-là. Et en pointe, devant, une doublette O'Haro-Erding. Le tout drivé par Antoine Comboiré, quand de l'autre côté, c'était Didier Deschamps. C'est pas honteux, hein, franchement, honnêtement. C'est pas honteux, ce monde. Sur le papier, c'est pas dégueulasse. On Ça a connu pire au PSG. Hein. À part Apoula Edel et Jallet ailier droit. Ouais, sinon, dans l'ensemble, je prends. Alors, la 12e position reflète quand même un petit peu la saison que vit le Paris Saint-Germain. Et si vous voulez, dans ce match-là, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que cet écart entre le 2e et le 12e, il va pas vraiment se voir. En première mi-temps, alors là, les images sont un petit peu décalées avec ce que je raconte, mais c'est pas très grave. La première mi-temps, elle est quasiment uniquement parisienne, notamment grâce à Mevlut Erding, qui a 1, 2, 3, 4 occasions et qui à chaque fois soit bute sur Mandanda, soit manque un petit peu le cadre. Contre toute attente et contre le cours du jeu, sur la première occasion de l'OM, c'est Hatem Ben Arfa qui va ouvrir le score d'une reprise pied droit. Donc déjà le parc est un petit peu glacé. Hatem Ben Arfa qui célèbre comme rarement il a célébré un but. Et malgré tout, ça ne casse pas cette dynamique parisienne qui continue. Voilà, on voit là les occasions qui continuent d'essayer d'acculer Mandanda. Arrive la mi-temps, toujours 1-0, et dès le retour des vestiaires, Lucho mettra le 2e but. Et là, fin pour le Paris Saint-Germain, on remballe, on ferme le rideau, plus une occasion, plus rien, ou presque, pendant les 40 minutes qui suivent. Je pense qu'Amaury, tu as le 3e but de l'OM, le but de Benoît Chéroux, qui est un super but et qui vient conclure une belle action collective avec Mamadou Niang. Et je sais Qu'on pas a eu toi. dans la Ligue 1 Legends, Benoît Chéroux. Ouais. On pense à lui. Justement, on le disait tout à l'heure qu'on a déjà eu en saison 1, si vous voulez retrouver la vidéo. Et puis, il y a des petites anecdotes sur l'OM de l'époque, avec Tyrone Mears, etc. C'est rigolo, vous pouvez aller voir. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser, vous avez tous les replays de l'émission, vous les avez aussi sur la chaîne YouTube de la Ligue 1 Uber Eats. N'hésitez pas. Évidemment. Donc, il faut pas hésiter. Et alors, je sais pas toi, Samy, comment ça a été vécu, ce 0-3 au parc à l'époque. Pour finir sur ce match-là, et avant de te laisser la parole, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que les mouches vont un peu changer d'âne, si vous me permettez une expression un peu rugby. Elle est un peu salace, mais ça passe. Ouais, elle est pas terrible. En fait, je l'assume moyen, finalement. Mais l'OM va en tout cas reprendre le lead de cette Ligue 1, à égalité de points avec Bordeaux, 51-51, mais l'OM avec une meilleure différence de but. Et à partir de là, l'équipe de Didier Deschamps va rouler sur la Ligue 1 et va être championne de France, qui va mettre quand même un terme à une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années sans titre en Ligue 1 pour l'OM. Et c'est ce match-là qui est un peu le détonateur de la fin de saison et qui va permettre à l'OM de surfer sur cette dynamique jusqu'au bout. Donc en ce sens, match de légende pour l'OM. Ouais, c'est vrai. Même c'est un vrai beau classico. Je trouve que le choix est juste, hein, pas parce que l'OM a gagné que voilà, il faut juste être objectif. C'est vrai que on avait le sentiment d'un très gros OM, sincèrement. Après voilà, Paris a essayé de lutter avec ses armes. Encore une fois, je le dis, le 11, il est tout à fait acceptable, mais l'OM était supérieur par la qualité de leur effectif, leurs individualités, mais aussi même
l'envie et le jeu. Voilà, on sentait que c'était une équipe de Didier Deschamps, donc c'était un vrai test pour le Paris Saint-Germain. Et on sait que voilà, dans un derby, même si parfois les classements peuvent être différents, généralement ça se resserre parce que voilà, c'est un derby, donc il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. Claude Puel l'avait très bien dit quand ils avaient affronté Lyon. Ils avaient dit bon voilà, un derby c'est un match à part, et c'était exactement le cas parce que Paris, je pense, a été en sur-régime. Tu l'as dit en première mi-temps, ils ont plutôt bien évolué et ont eu pas mal d'occasions. Erding, il nous a fait preuve de sa maladresse habituelle. C'est bien dommage, mais dans l'ensemble, c'était un gros OM. C'était les prémices du titre. Tu l'as très bien dit. C'était les prémices du titre. C'était solide quand même. Lucho, Ben Arfa, Niang. Il y avait quand même Heinz. Il y avait quand même de sacrés joueurs. Un Mandanda. Un Mandanda dans son prime. Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire, mais je me rappelle d'un très beau match et je me rappelle d'un seum immense surtout. beaucoup. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était quand même un très très grand OM qu'on a fait cette saison-là, et ce match le reflète particulièrement bien. Hein. Vraiment, t'avais vraiment l'impression que l'équipe était ultra complète, il n'y avait pas de point faible. Quasiment pas. Et c'est vrai que sur cette deuxième partie de saison notamment, il y avait tous les ingrédients qui ont été mis, donc solidité défensive, clinique devant, un Mamadou Niang quand même relativement au sommet de son art, des joueurs de talent sur les côtés, une doublette, on a pu l'évoquer avec lui l'an dernier, mais Lucho Cherou, qui a quand même fait beaucoup de mal à beaucoup de milieux de terrain à l'époque. Ça respire le football quand même. Hein. En termes d'intelligence de jeu, avec ces deux-là, t'es quand même pas mal. Hein. Tu te régalais. Sur les côtés, t'avais d'un côté Valbuena Bakikone, de l'autre côté Abriel Ben Arfa. Parfois Niang qui se redécalait côté gauche pour mettre Brandao en tour de contrôle devant. Et encore une fois, remettons les choses dans leur contexte. Brandao, quand il arrive en hiver, et il va participer activement au titre, et il va être très bon sur cette année-là. Donc non, il y avait tout pour que l'OM aille au bout au final, et c'est vrai que ça a été aussi un peu aidé parce que les Girondins se sont écroulés. Mais donc merci. Mais d'un autre côté, il y avait quand même une idée de rouleau compresseur cette année-là pour l'OM qu'on n'a pas retrouvé quasiment depuis. Cette solidité-là, on l'a difficilement retrouvée, même dans les deux classicos qu'on va évoquer juste après. Mais c'est ça qui est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là, en gros, est-ce que c'est la dernière fois où l'OM était vraiment pas favori, mais en mode en capacité de battre ce Paris Saint-Germain-là? Est-ce que justement le classico qui arrive, c'est peut-être là où on retrouve un OM un peu plus conquérant? Ouais, tu vas en avoir quelques-uns qui seront plutôt équilibrés au début de l'ère QSI, et on va l'évoquer, tu me fais la transition, on va l'évoquer juste après avec le premier classico de Zlatan, qui est aussi le premier classico des Galactiques, on va dire, du PSG. Mais c'est vrai qu'après, pendant quelques années, je sais pas si vous le sentez aussi, ça s'est légèrement rééquilibré sur ces dernières années. L'OM prend moins de tôle que sous Emery ou c'est vrai. Ouais, les 5-1, tout ça, t'as l'impression que ça a un peu disparu. Et puis même la victoire au Parc, c'était dans un contexte un peu bizarre, moitié avec 5 spectateurs et tout. Mais tu sens que c'est vrai que ça s'est un peu resserré, évidemment, en termes d'individualité, c'est incomparable. Mais tu sens que collectivement, l'OM arrive plus à gêner le PSG. Les années Garcia, et c'est pas pour faire un flash sur Rudy Garcia particulièrement, mais ont quand même mis l'OM dans de sales draps contre les concurrents directs, ou en tout cas contre les grosses équipes, les PSG, Marseille, Lyon. C'est vrai que ça a été quand même des années assez sales où justement l'OM gagnait relativement beaucoup de matchs quand même contre des adversaires plus modestes ou les promus, etc. Mais contre les gros, tu savais quasiment avant le match que t'allais en prendre 2 ou 3. C'était pas les meilleures soirées c'était pas les, tu vois, comme à 20h quand les compos tombent, t'es pas non plus très bien. Tu te demandes combien tu vas en prendre. C'est vrai qu'il y a eu une période comme ça. Et c'est sans doute là où... La compo à 5 défenseurs à Monaco, là, avec Hugo Chan, Sertic, Doria. Là, je ne t'entends pas. Ah là, c'est pas une balle perdue, là, c'est une ogive nucléaire. Quoi. C'est incroyable. Ah ouais. C'est devenu un mème quand même. Doria, Ubokan, j'avais oublié celui-là. Ubokan, bordel. Faudrait qu'on se fasse une émission spéciale Branque. Comment on appellerait ça Ligue 1 Guignol. Faudrait trouver un petit... Il y a un concept à creuser, peut-être pour la saison prochaine. On peut pas faire un truc, messieurs de la LFP? Il y a un potentiel comique très drôle à faire aussi quand même. Hein.
Oui, bon, après, on ne l'évoquera pas, mais le Slovaque était arrivé, c'était plutôt une fin de carrière, effectivement. Le Slovaque, c'est-à-dire le Slovaque. Il a fait le Slovaque, là, il est arrivé. Le Slovaque, non mais permettez-moi de rappeler sa nationalité quand même. Je remets un peu de contexte. Est-ce qu'on passerait pas quelque chose de plus rigolo? Ouais, vas-y. Comme un match moins difficile. Le deuxième qui est un petit peu plus près de nous, alors c'était le 7 octobre 2012, donc c'était phase aller évidemment, et c'était le premier classique de Zlatan qui venait d'arriver au PSG. Bon, alors Zlatan, il était déjà à 7 buts en 7 matchs avant d'arriver au Vélodrome, il avait déjà mis 3 doublés. C'est quelle saison celui-là déjà? C'est 2012-2013. Purée, ça date déjà, hein, c'est incroyable. Ça nous rajeunit pas, hein. C'est incroyable. Ouais. J'ai l'impression que c'était il y a 3-4 ans en fait, je perds la notion du temps. Ça ne nous rajeunit pas. Et du coup, pour remettre un peu dans le contexte, étonnamment, après cette journée, c'était le Marseille d'Elie Bob qui était premier, avec 18 points, et suivait le Paris Saint-Germain, donc de Zlatan, etc. On va citer la compo juste après, 15 points. Donc c'était quand même l'un des classiques, un classique à enjeu. On était qu'en octobre, mais il y avait quand même cette rivalité, même sportive, qui existait. Et donc au niveau des compos, je les ai là sous la main. Côté Marseille, Mandanda, Morel, Nkoulou, Fanny, Kassim Abdallah. Un trio au milieu de terrain, Caboret, Cherou, Valbuena. Et un trio devant, Ayou, côté gauche, Amalfitano, côté droit, et André-Pierre Gignac. Côté PSG, ça a un petit peu changé par rapport au match qu'on a cité juste avant. Dans les buts, Sirigu. En défense, Maxwell, Alex, Thiago Silva, Jallet, qui est toujours là. L'indestructible Christophe Jallet. Un trio plus ou moins devant la défense. Arrête-moi si je me trompe, Samy, mais Chantôme, Verratti, Matuidi. Magnifique. Et une doublette Ibra Menez qui fonctionnait à l'époque très bien, et on le verra sur les images, elle fonctionnait plus que bien, soutenue par Javier Pastore. Solide. Voilà globalement à quoi ressemblaient les équipes. Un duel sur les bancs, Elie Bob, Carlo Ancelotti, qu'on aura peut-être vu se serrer la main dans les images d'Amaury. Ça fait moins rêver tout de suite. Hein. Comment? Elie Bob, Ancelotti, c'est moins. Je sais pas, le décalage est plus. Je te laisse à tes avis. On respecte beaucoup Elie Bob dans ma maison, donc voilà. Chacun. Tout à l'heure, tu as dit Elie Bob premier Marseille. J'ai cru que c'était un Camoulox. Le début de saison était très bien. Alors, la saison globalement sera aussi bonne. On l'évoquera juste après. Mais pour remettre un petit peu dans le contexte de ce match-là, donc vous avez vu passer des images. Étonnamment, c'est l'Olympique de Marseille qui rentre le mieux dans son match et qui va être rapidement j'ai perdu le mot, récompensé, voilà, de ses efforts par un but d'André-Pierre Gignac. Alors on voit là la première occasion d'André-Pierre Gignac, moins fit que maintenant. C'était l'époque où il n'avait pas connu Marcelo Bielsa et où il y avait peut-être un léger surpoids, ce qui ne l'empêchait pas quand même d'être dans ces bonnes années marseillaises. On commençait à avoir l'André-Pierre Gignac de ces bonnes années marseillaises. Il va ouvrir le score sur une passe décisive d'André Ayou. Et ce à quoi, dans les 2 minutes qui suivent, va répondre Zlatan Ibrahimovic avec peut-être l'un des buts les plus iconiques de Zlatan, cette fameuse talonnade sur corner, qui est resté un petit peu dans la légende. Alors je ne sais pas si Amaury peut la recaler vite fait pour que tout le monde la voit, pour les plus jeunes qui l'auraient peut-être pas vu. Tout ça se passe dans le premier quart d'heure. Ouverture du score d'André-Pierre Gignac, la réponse de Zlatan avec sa talonnade. Il avait mis un peu le même, de manière un peu plus aérienne contre Bastia, mais celui-là, c'est dans le jeu, là c'était vraiment sur corner, quand t'es marqué et tout, il arrive à faire ça. C'est là où tu te dis, ok, on a vraiment un ovni en Ligue 1, on a un mec qui est capable de faire ça. On savait que Zlatan, ses gestes spectaculaires, il les faisait avec la Suède, je crois que je préfère celui contre Bastia, moi. Bastia, c'est vraiment, je sais pas à quelle hauteur il va de pied. Ouais, c'est plus une talonnade contre Bastia, il la frappe, il fait le geste de la talonnade contre Bastia. Là où tu vois toutes ces années taekwondo, quoi. Il y a que lui pour faire ça, c'est terrible. Mais ça part d'une puissance, même au ralenti, tu vois pas le ballon partir, c'est assez impressionnant. Et il a quand même sur le dos Nicolas Nkoulou, alors Zlatan est 10 cm au-dessus, mais quand même. Et on voit dans la foulée du but égalisateur, ce deuxième but de Zlatan, donc on est toujours dans les 20 premières minutes. C'est ogive des 30 mètres où Mandanda fait ce qu'il peut, mais il peut pas l'avoir. Enfin,
Certains diront qu'il pouvait, mais en tout cas, le but est quand même relativement magnifique. Pour son premier classique, on remet dans le contexte. Et 5 minutes après, on voit les images, corner de Valbuena, tête d'André-Pierre Gignac de 2. On est sur les 30 minutes les plus iconiques, je pense, du classique en termes d'intensité, de cette bataille un peu, tu vois, Mohamed Ali, Joe Frazier. Ça se rendait coup pour coup. Belle référence. Le reste du match sera plutôt anecdotique, donc on va rapidement passer là-dessus. Mais s'il y a 30 minutes ou une période qui résume en tout cas sportivement cette rivalité OM-PSG dans ces dernières années, c'est bien celle-ci. En fin d'année, alors je vous retrouve si vous voulez les petites stats de fin de saison. Donc le PSG sera champion devant l'OM avec 12 points. Donc Marseille ne tiendra pas la distance sous Elie Bopp, et ce sera le premier titre de l'ère qatari pour le PSG. D'accord. Un soulagement quand même, Samy, ce titre quand même. Bah oui, c'était surtout après 2012 où on pensait l'avoir, tout simplement. Hein. Je pensais que c'était le bon moment. Oui, un soulagement, et puis surtout le début d'une nouvelle ère, quoi. C'est vrai que c'était un. Tu me fais replonger dans des souvenirs. C'était du bon temps. Franchement, c'est de très bons souvenirs. Et je vais peut-être t'en rappeler encore un meilleur maintenant avec le dernier, le plus proche de nous en termes temporels. Celui que moi j'aurais sélectionné si on devait en mettre un plus qu'un autre pour l'ensemble et pas que pour la rivalité sportive, c'est le Marseille-PSG sous Bielsa. Avec, donc, on remet dans le contexte, immense tifo, rivalité sportive au summum parce que les deux équipes se battent pour le titre. Donc on est en, si je dis pas de bêtises, 2014-2015. On est en avril 2015. Et pour le coup, l'OM et le PSG sont encore à la lutte pour le titre. Pour vous faire un petit point classement, avant le match, le PSG est premier avec 59 points. On va jouer la 31e journée. Donc après 30 matchs, le PSG est premier avec 59 points. L'Olympique Lyonnais est deuxième avec 58 points. L'Olympique de Marseille est troisième avec 57 points. Autant dire que là, c'est serré, et puis c'est une belle aussi promotion, publicité pour la Ligue 1. Les plus grosses équipes se tiennent en quelques points. Et on est, malgré tout, déjà sur l'ère qatari où le PSG domine quand même la Ligue 1. Et ce match-là arrive, pour les supporters marseillais, ils doivent s'en souvenir, quelques semaines après le nul contre l'Olympique lyonnais. Et la fameuse phrase de Marcelo Bielsa, avalez le venin, en fin de saison, vous serez récompensé de vos efforts. Donc, il y a aussi ce contexte. Paris arrive dans un contexte où l'OM est déjà un petit peu sur la pente descendante, commence à perdre ses nerfs à tous les niveaux. Et donc, en termes d'ambiance et de contexte, c'est quand même peut-être l'entrée la plus folle de ces dernières années au Vélodrome. Pour les compos, je ne sais pas si Amaury les a, mais je vais vous les donner. Donc d'un côté, Marcelo Bielsa, de l'autre côté, Laurent Blanc. Pour l'OM, Mandanda, un trio derrière Fanny, Morel, Romao. Le fameux 3-3-3-1, avec sur les côtés Mendy et Djadjedje. Lemina devant la défense. Ayou, Payet, Thauvin pour donner des ballons à André-Pierre Gignac. Donc on est quasiment sur la compo type de Marcelo Bielsa sur cette année-là. Manque Mboula, quoi. Il manque Mboula, effectivement, remplacé par Lemina, avec sur le banc déjà Michi qui faisait ses matchs, plus que ça, Nicolas Nkoulou qui était pas titularisé ce jour-là, et Lucas Ocampos qui était quand même un super sub régulier de Marcelo Bielsa. Côté PSG, Sirigu dans les cages toujours, Maxwell, David Luiz, Thiago Silva, Marquinhos côté droit. À l'époque où Marquinhos jouait encore côté droit. Le trio le plus iconique au milieu de l'ère Paris Saint-Germain, Verratti, Matuidi, Mota. Et devant, Pastore, Cavani, Ibra, avec quand même Ibra plutôt dans l'axe, à l'époque où c'était un petit peu la guéguerre justement pour qui allait occuper cette place de numéro 9 pur, avec entre Cavani et Ibra. Et où Cavani était plutôt sur le côté, remis sur le côté à cette époque-là. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, l'Olympique de Marseille de Bielsa, on savait, tout plein d'intensité dès le début des matchs, etc. Rentre bien dans son match. Je pense qu'Amaury, tu peux nous remettre un petit peu les images, c'est parfait. Avec un déséquilibre
qui est montré là par l'occasion de Pastore. Donc domination territoriale, mais attention au contre et la défense individuelle qui était prônée par Marcelo Bielsa, qui laissait quand même quelques petits trous de temps en temps. Ah bon Étonnamment, ça nous a quand même coûté quelques sueurs froides, dont l'occasion de Pastore. Mais la domination marseillaise de ce début de match-là, un peu comme sur le match précédent, va être récompensée par une ouverture du score d'André Pierre Gignac, qui la monte sur Marquinhos en intensité, le Vélodrome exulte. Et là, l'OM se dit, bon, on est peut-être en passe de faire quelque chose, repasse devant le Paris Saint-Germain au classement virtuellement avec cette victoire-là. Surtout que dans la foulée, David Luiz va se blesser. Et là, tu te dis, bon, là, tous les feux sont ouverts, les planètes sont alignées, ça va bien se passer. Qui rentre à la place de David Luiz? Grégory Van der Wiel et Marquinhos revient dans l'axe. Ouais, effectivement, tu dis que les planètes sont alignées. Les planètes sont pas si mal. Et là, dans la minute qui suit ce changement, Blaise Matuidi inverse le cours du temps. Oh là 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 là, ce but. Avec ce but, pied droit, enroulé, pleine lucarne. Et on parlait de moments iconiques des classicos. Mais il n'y a que dans un match comme ça où Blaise Matuidi peut faire ça. Ouais. Il a des qualités, mais ça, c'était pas forcément ce qui le caractérisait le plus. Mais il a mis des beaux buts. Attention, Matuidi, il a mis des beaux buts dans sa carrière. Que ce soit en équipe de France avec le PSG, à chaque fois qu'il mettait des buts, ça pouvait être pas mal. C'est ça. Et si vous voulez, donc, un partout, il reste 10 minutes de jeu. L'OM continue d'attaquer sur cette fin de première mi-temps. But sur Sirigu. Et la mi-temps va... Oh, attendez, je dis une petite bêtise. Lui, avant la mi-temps, André-Pierre Gignac double le score en continuant cette intensité. Il aime bien le PSG, Gignac. Hein. Deuxième doublé, en tout cas dans les matchs qu'on suit. Donc récupération de Romao sur une erreur de Pastore. Et Gignac qui va crucifier Sirigu juste avant la mi-temps. Et c'est là que le momentum intervient. C'est que la mi-temps où l'OM dominait 2-1, Gignac va encore avoir une occasion juste avant la mi-temps, et c'est là où j'ai fait la petite confusion, vous m'excuserez, qui est arrêtée par Sirigu, où ça peut être triplé de Gignac et 3-1. Et bien cette mi-temps, tout va s'inverser avec ce but de Marquinhos qui intervient à la 47 ou 48e minute, qui arrive de nulle part au final, juste après le retour des vestiaires, de partout. Et on va assister à ce qu'on a assisté souvent dans cette année-là pour les supporters olympiens sous Marcelo Bielsa, c'est-à-dire un retournement de situation. Certains ont été favorables, d'autres ont été défavorables. Sur le coup d'envoi de ce fameux de partout, Pastore s'en va et Jérémy Morel, sous la pression d'Ibra, va marquer contre son camp. 3-2, 55e minute, le PSG a retourné l'OM. Le PSG a donc potentiellement mis de côté l'OM dans cette course au titre. Et là, sur la fin de match, alors je ne sais pas s'il restera quelques images, mais on va assister au mauvais OM de Marcelo Bielsa, un OM nerveux, incapable de refaire la différence, sur une fin de saison où l'afflux nerveux des joueurs était déjà tous à cran, et cette remontée du Paris Saint-Germain va sonner le glas de la saison de Marcelo Bielsa. Après, il y aura 3 ou 4 défaites consécutives. Le PSG, lui, va creuser l'écart avec l'OL progressivement pour s'adjuger un nouveau titre. Et l'OM terminera 4e. Donc, voilà en quoi il est iconique. Il est iconique parce que c'est la fin de l'ère Bielsa et on le voit sur le tac d'André Ayew. Les joueurs, après ce 3-2, n'y sont plus vraiment et ils mettent tellement de tout que ça se transforme plus en Royal Rumble qu'en match de foot et malheureusement, ils ne reviendront jamais, ni dans ce match, ni dans la course au titre, sur les quelques matchs qui restera après. Ouais, mais je pense que derrière, toi en plus, c'est supporter de l'OM, je pense qu'après un match comme ça, où tu as une équipe assez incroyable qui est pas tout le monde durant toute la saison, tu as un scénario qui est quand même extrêmement favorable pendant une grande partie du match, et au final, tu perds quand même. Tu dois être complètement fataliste après ça et tu te dis mais on n'y arrivera jamais. D'ailleurs, à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, Marseille n'a toujours pas battu le PSG version QSI. C'est l'an dernier. À domicile. Ouais, 1-0. Ouais, une seule fois. L'an dernier, mais... Ah oui, l'an dernier, oui, j'ai oublié. Le plus récent, j'ai oublié, logique. Mais c'est vrai que, en tout cas, ça a été le début de l'hégémonie PSG sur l'OM, ce match-là, aussi. Sous Mitchell, bon, voilà. Sous Franck Passy... non, mais on peut le garder pour Ligue Guignol, ça, par contre. Liga Légende, on peut pas parler de Mitchell, je suis désolé. Non, il y a des limites.
Non, mais après, c'est vrai que l'OM vivra Mitchell, Franck Passy, Rudy Garcia et trois airs où globalement, bien le PSG aura une domination absolument tonitruante sur l'OM et sur quasiment tous les adversaires, faut le dire aussi. Et tu l'as dit, Alex, voilà, alors il y a cette main de Marquinhos en fin de match, Oh oui, pas, belle. pas sifflé. Voilà, ça a contribué à la problématique, je dirais. Il y a eu Lyon où l'OM, moi j'en fais pas partie, je pense qu'il y a faute sur Anthony Lopez sur le but d'Ocampos, mais il y a eu Lyon où les supporters marseillais ont eu l'impression d'être volés. Il y a ce match-là qui tourne chocolat aussi. Il y en aura un après contre Lorient qui sera une parodie de foot et où l'OM perdra honteusement contre Lorient. 3. Ouais, voilà. Tous ces petits éléments-là feront que la fin de saison sera quand même sacrément moche par rapport à la première partie de saison qui était magnifique. Et c'est toute la dualité et le problème de cette saison avec Bielsa, plus son départ un petit peu, je dirais, du jour au lendemain qui a écorné un petit peu son image. Mais cette deuxième partie de saison, elle a quand même scindé le côté clivant de Bielsa entre ceux qui ont beaucoup aimé, ceux qui au final retiendront les émotions plutôt que le titre ou que la Ligue des Champions à la fin de cette saison-là, qu'on n'aura pas non plus, ou ceux qui sont plus pragmatiques et qui auraient voulu qu'après, que malgré tout sur certains matchs, il n'y ait peut-être pas autant de buts, autant de retournements de situation, autant de climax et ce que vous voulez, mais qu'il y ait des petites victoires 1-0, comme l'année Elidope, justement, qui emmènera l'OM en Ligue des Champions ou à tutoyer encore un peu plus le PSG. C'est l'histoire de Marcelo Bielsa à l'OM et de toute façon vous en aviez très bien parlé la dernière fois avec Nico sur l'émission précédente. Oui, on va peut-être pas se refaire à sujet sur Marcelo Bielsa, ça commencera à devenir redondant, même si effectivement c'est toujours très intéressant et toujours très passionnant. Restons sur ce top 3 classique de Ligue 1. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, lequel vous préférez des trois? Adri, tiens, c'est un moment qu'on t'a pas entendu. Ouais, forcément celui où Ibra met ses 2 buts un peu d'extraterrestre parce que ça signifie vraiment l'arrivée. Voilà, on a aussi vu l'image de Thiago Silva, mais c'est vraiment, on a parlé tout à l'heure de Monaco et ses recrues. Là aussi, c'est vraiment le sentiment que Paris arrive pour tout rafler. Et en même temps, il y a aussi un match dans le match et c'est vrai que je pense que c'est pas mal aussi de réhabiliter un peu André-Pierre Gignac. Alors forcément, ses statistiques, on connaît tous sa qualité de buteur, mais tu vois, par exemple dans le chat, j'ai encore vu un Big Mac pour Gignac et tout. Certes, au-delà de la moquerie sur son poids, sur son apparence physique, c'est bien aussi de rappeler quel buteur c'était Gignac. Et Max nous a montré 2 classicos où il a répondu extrêmement présent avec 4 buts, 2 doublés, où voilà, on a pu voir un peu toute sa panoplie de buteurs. Et c'est bien, je trouve, justement, de remettre un peu ça dans le contexte, voir qui était Gignac, avec des débuts un peu difficiles à l'OM. Mais dès qu'il était lancé, vraiment, c'était une certitude devant. Tu pouvais compter sur lui à tout instant. Et même d'ailleurs, on l'a vu, les JO avec Sylvain Ripoll, c'était un peu la colonie de vacances. Mais lui, il a répondu présent à chaque instant. Donc c'est bien, je trouve, de remettre aussi un peu Gignac dans cette perspective. Mais voilà, si on parle de but, forcément, ce que nous fait Zlatan avec cette aile de pigeon, cette talonnade et ce coup franc supersonique, j'ai chaud, quoi. Samy? Ouais, moi, je vais dire le 3-2 là sous Bielsa. Non parce que ça montrait une certaine. Franchement, même quand l'OM a pris l'avantage et même est passé à 2-1, c'était, tu l'as dit, c'était sous une période d'un PSG qui maîtrisait et c'était vraiment une autre façon de vivre le Classico. Tu paniquais pas ou plus et j'étais convaincu que Paris allait revenir, donc c'est une sensation parfois qui peut être dérangeante sur toute une saison parce que tu t'ennuies un peu, mais face à l'OM c'est plutôt, tu sais, quand tu regardes un match et que t'es plutôt serein. Non mais c'est vrai, et là vraiment en plus ça comptait quand même parce qu'on mettait l'OM à 5 points, même si je pense sincèrement que le PSG n'était pas inquiet sur le reste de la saison parce que ça reste, voilà, tu l'as dit, c'était en pleine hégémonie, ils avaient une certaine maîtrise sur la Ligue 1, mais quand même tu vois, et puis tu as le but de Charo Matuidi qui j'espère un jour viendra dans Ligue 1 Legends parce qu'il y a parfaitement sa place. Donc voilà, il y a plein de choses aussi et puis le but à la fin de Morel, Cheikh contre son camp. Il y a tout plein de trucs en tant que supporter, des petits éléments qui rentrent en compte, qui te font dire qu'il était pas mal ce 3-2. Puis, il y a le tifo. Alors on n'a pas montré les images, mais l'entrée, tu sens que vraiment c'est le match de la saison.
Ce match-là, c'est le match de l'année 2014-2015, dans l'intensité, dans la dramaturgie, dans le contexte. Le PSG, l'OM vont jouer le titre l'un contre l'autre. Donc moi, encore une fois, je l'ai dit en intro de ce match-là, mais si j'avais dû en choisir qu'un, même s'il me fait mal, hein, travailler là-dessus, j'ai pleuré dans mon salon. Alors, je me suis régalé avec Monaco, mais j'ai lâché quelques larmes sur celui-là. Et c'est celui-là qui est le plus iconique des dernières années, fatalement. Parce qu'il y a eu... David a failli renverser Goliath un petit peu. On y a cru un petit peu. Notamment avec les fameuses planètes alignées en première mi-temps. Voilà. Ça résume aussi cette année-là de l'OM. Est-ce qu'on n'aurait pas pu placer aussi ce match nul avec le coup franc de Cavani à la fin, dans ce top? On aurait pu. Parce que pour le coup, il y a aussi tout. Il y a l'ouverture du score de Luis Gustavo qui à l'époque était une petite légende aussi au stade Vélodrome et qui a continué à faire grandir sa légende sur ce match-là. Tu as le but de Racro de Thauvin à la 85e. 85e, là tu te dis c'est bon. On le tient après des années de souffrance et de misère, pour reprendre un chant des ultramarines d'Adrien. On tient quelque chose. Une dernière faute, bon, elle est à 25 mètres, c'est Cavani qui le tire. Bon, tu flippes un peu, mais tu te dis, il y a une chance sur combien qu'elle finisse en lucarne. Voilà. Bon, là, par contre, celui-là, il m'a fait encore plus mal que le 3-2. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Et il a dû te faire plus plaisir, mon brave Samy. La clim, c'était. C'est quand même l'une des plus belles, hein. Mais après, c'était pas. Par contre, contrairement où il était bien dans le scénario, mais il comptait pas autant pour le titre, quoi. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de contexte sportif. Donc, même si on perd, c'était moins grave, mais quand même là, ça fait quand même plaisir le petit but à la fin. Et puis, ce qui est rigolo, je l'avais noté, je l'avais mis sur Twitter, c'est que Kylian Mbappé était sur le banc, et à l'époque, sur le 2-2, il vient vers la caméra et crie un grand Vamos. Alors, est-ce que c'était déjà un message subliminal il y a quelques années, on ne sait pas. Mais en tout cas, oui, non. Il y avait eu grosse célébration quand même du PSG sur ce deuxième but de Cavani, Samy. Ouais, c'était une petite Coupe du Monde, hein. Ah ouais, non, mais mais ça montre que même si le Paris Saint-Germain, tu vois, est peuplé de stars et que l'effectif est supérieur, il respecte cette équipe de Moi, je trouve, au contraire, je trouve qu'une grosse célébration des joueurs du Paris Saint-Germain, au-delà de, ça peut mettre le seum aux supporters marseillais, au contraire, moi, je pense que c'est une forme de respect. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Parce qu'ils respectent cette équipe de Marseille et ils les considèrent comme un véritable adversaire, et que, donc, gagner contre l'OM, ça leur fait que c'est quelque chose de spécial. Et je pense que c'est quelque chose dont les supporters marseillais devraient être heureux, et vice-versa. Voilà. Oui, mais c'est comme quand l'OM était dans des bonnes années et que Zenden va célébrer sur le carré orange, il célèbre comme jamais, tu vois. Donc c'est respecter la dramaturgie et l'histoire de ce match-là, comme les Stéphanois ou les Lyonnais, même si sportivement ils jouent plus forcément toujours dans la même cour. C'est un match particulier, donc ça se célèbre et ça se vit comme si c'était une finale. Exactement. Sauf quand c'est sous Mitchell, mais ça c'est un autre... Ça c'est une autre émission, ça c'est une autre émission. Allez, on va terminer cette émission avec un dernier sujet, avec un joueur atypique, un parcours atypique qui se termine assez mal au final, alors qu'à la base il y avait quand même un potentiel, il y avait un talent assez dingue, et je pense que c'est une histoire en plus qui te touche un peu personnellement, Samy, c'est l'histoire de Jawad Zahiri. Eh oui, Jawad, le bon vieux Jawad. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, moi je vais vous présenter une petite chronique totalement subjective. Hein. Alors, elle sera forcément... Genre, je vous le dis, ça va être forcément teinté de mauvaise foi. En gros, c'est des ingrédients qui vont sûrement m'amener à sortir des petites dingueries du style Jawad Zahiri, il a 5 Ronaldinho dans chaque doigt de pied. Je sais que c'est faux. Hein. Ah oui, moi je vais énerver le chat. Hein. S'il y a des gens qui sont pas pro Zahiri ou marocains, je pense que je vais les énerver, donc voilà. Après, pour ceux qui connaissent pas Zahiri, pour les plus jeunes ou ceux qui l'auraient complètement oublié, faut parler quand même d'un mec qui driblait tellement qu'à cette époque-là, ça lâchait des grosses compiles sur YouTube, Zahiri versus CR7 quand même. C'est pas faux. Ah ouais, non mais c'est pas faux. Moi je l'ai dit, je suis dans une autre dimension. Moi je voulais tout de suite. Moi je veux y croire, ok. Je me mens moi-même, donc vous me laissez vous mentir. Non mais vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Donc voilà, en fait vous l'avez bien compris, moi j'ai un rapport particulier avec le joueur qui est Jawad Zahiri. Il faut bien comprendre que sa période de prime, elle tombe dans mon adolescence. Moi complètement là, je suis complètement
complètement dans le thème, et j'ai tout de suite accroché au style. Regardez les images, au style de footballeur qu'il a. On est totalement dans le football romantique. Alors c'est loin des joueurs hyper décisifs qu'on peut avoir maintenant aujourd'hui, qui finissent leur saison avec des paniers de buts et de passes décisives. Jawad, c'était ce qu'on peut appeler un joueur frisson. Voilà, c'est la bonne expression. C'est le joueur qui te donnait des frissons. Car bien sûr, je vous le dis tout de suite, un niveau statistique. Alors, faut pas s'attendre à des chiffres fous. En Ligue 1, on est sur du 95 matchs joués pour 5 buts. Bon, c'est pas folichon, donc voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Vous avez bien compris que ça va pas être une chronique de stats. On va commencer un peu, Zaïri commence à Guignon, il commence en Ligue 2. Alors peut-être que beaucoup ne le savaient pas. Très vite, il se fait une réputation de joueur très technique sur les premières vidéos. Voilà, il y a les premières vidéos qui arrivent sous mes yeux. Encore une fois, c'est une autre époque. Ce que je vous dis, c'est des vidéos, il n'y a pas YouTube, c'est des vidéos qu'on s'échange entre supporters marocains. Tu vois, tu l'as vu celui-là, on s'envoie des vidéos par mail parce que sur les téléphones, on pouvait pas encore les voir. C'est les années 2000. Donc voilà, c'était vraiment une autre époque. C'est peut-être pour ça aussi que ça me touche particulièrement. Donc voilà, moi, le coup de foudre, il est instantané sur ce joueur. En plus, il choisit la sélection marocaine très jeune et il débute même en équipe marocaine en A à 18 ans, seulement un mois après ses débuts pro avec Guignon. Donc ça va très vite pour lui. On se rend pas compte. Il joue Après, un mois. il est né au Maroc, Zaïri, non? Non, il est né en France. Il est né dans la région de Sochaux, je crois, il me semble, ou dans la région dans la région lyonnaise. Ouais. Mais je pense. Il me semble pas que ce soit un local. Donc effectivement, il est né dans la région du Doubs. À Taza. Ben voilà, dans la région de Sochaux. Ah, il est né à Taza. Attends, c'est pas parce qu'il est né à Taza qu'il a grandi à Taza. Moi, il me semble qu'il est. Juste dit Nice, j'ai pas dit grandi. Ah d'accord. Mais il me semble qu'il a pas grandi au Maroc. Mais ça, voilà, mais on reviendra dessus, tu vois. Donc j'ai dit voilà, il commence très jeune en équipe du Maroc et forcément, en jouant si jeune en D2 et en étant international, pardon, il se fait tout de suite remarquer par Sochaux et à Sochaux, ils sont tout de suite la bonne affaire. Ils voient un joueur un peu virevoltant qui a quand même pas mal de talent. Donc, ils sautent dessus. Ils l'associent avec une génération quand même de fous malades côté Sochaux parce que sur les 5 ans passés à Sochaux, je vais vous citer des noms. Il va jouer avec Pedretti, il va jouer avec Monsoro, il va jouer avec Pierre-Alain Fro, il va jouer avec Jérémy Mathieu, avec Souleymane Diawara, avec Mourad Megni, avec Jérémy Ménez. Et par contre, Souleymane Diawara à époque Sochaux, c'était pas beau à voir. Ouais, mais ça reste des joueurs qui... Donc, pas tous, mais ont quand même fait des jolies carrières. C'est quand même oui. Après, mais il a une sacrée progression quand même, parce que sous les Diawara à Sochaux, c'est une sacrée boucherie. Oui, mais on va dire, tu sais, quand c'est comme ça, on dit que c'est globalement sa carrière, c'est sous les Diawara. Tu vas pas voir c'est clair que c'était pas son prime à Sochaux, mais tu vois, il joue quand même avec des noms assez intéressants et aussi c'est vrai. Wilson Oruma que je pense Maxime a dû apprécier durant aussi ces 3 saisons à l'OM. Donc voilà, tu vois, c'est quand même des noms. Voilà, ouais, c'est quand même des joueurs assez dotés de talent. Donc voilà, il y avait quand même une certaine émulation autour de lui. Malheureusement, pour notre ami Jawad, il n'aura jamais de statut de titulaire, malgré un talent indéniable. Ça reste un super sub. Donc voilà, c'était pas non plus le gros cadre de l'équipe de Sochaux, mais voilà, il faisait quand même pas mal de petites rentrées. Il était quand même en fait trop inconstant pour prétendre à une vraie place de titulaire en Ligue 1 parce qu'il pouvait faire un très bon match, marquer un but de folie et juste après te faire des passes en touche, quoi, parce qu'il n'était pas concentré ou qu'il était trop sorti dans la boîte du coin à Sochaux. Donc forcément, c'était pas gagné pour avoir une vraie place de titulaire en Ligue 1. D'ailleurs, il y a une phrase de Guy Lacombe qui m'a marqué, il avait déclaré un jour en fait que Jawad Zaïri, il peut dribbler 8 joueurs dans une cabine téléphonique. Il avait dit ça clairement. Donc ça te pose un peu le bonhomme. C'était le gars qui à l'entraînement te faisait des choses de fou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui, quand ils parlent de lui, parlent de déception, de frustration, parce que ce qu'il montrait sur le terrain à l'entraînement, c'était tout simplement monstrueux. Donc vous l'avez compris, techniquement, il était super facile. Moi, voilà, sa gestuelle, chaussette basse, nonchalance. Pour moi, c'était juste les cheveux un peu gras, gominés, les cheveux longs. Mais moi, je tombais dedans. Je voulais avoir ce style. J'avais pas. Est-ce que t'as essayé? Et je suis sûr que t'as essayé d'avoir la coupe. J'avais pas les cheveux, j'avais pas la technique surtout, tu vois. Et mais bien sûr que oui. Mais j'aurais voulu être Jawad Zaïri. Ce sera un samedi confession. C'est plus Ligue 1 Legends, c'est Ligue 1 confession. Mais moi, c'est vraiment un joueur qui m'a marqué. Donc voilà.
Et je m'enflamme pas, hein. Je dis pas que c'est de Ce l'art. qui fait même que si- du coup, parce que hormis le fait qu'il est un peu irrégulier, voilà, c'est souvent le cas avec les joueurs fantasques, mais de là à vraiment pas s'installer à Sochaux. Là d'ailleurs, j'ai fait un petit tour tout à l'heure là sur sa fiche Wikipédia et j'avais complètement zappé. Il a même fait un tour au Portugal à Boavista. J'en avais Oui. complètement Ouais. plus du tout le souvenir. Qu'est-ce qui fait que derrière, il n'arrive pas en fait à exploiter ce potentiel? Et ben en gros, ce qui ressort souvent, c'est que malgré qu'il fut très très doué techniquement, c'était pas un joueur qui était prêt à accepter les charges de travail. Tout simplement, c'est un joueur qui était assez dilettante à l'entraînement, qui n'avait pas forcément la meilleure hygiène de vie, même si c'était pas forcément ça. C'était pas, il sortait, mais c'était pas non plus le point principal. Il était quand même un minimum sérieux, mais il y avait le côté où c'était pas un travailleur. Tout simplement, il aimait pas. C'était pas le gars qui va faire du rab après l'entraînement, qui va venir 1 heure avant pour aller à la salle de sport pour se muscler et essayer de perfectionner ses petits défauts. Voilà, c'est un joueur en fait il était tellement pétri de talent qu'en gros il se contentait de ça et il a cru pouvoir réussir rien qu'avec cela. Je pense que c'est ça qui lui a coûté sa place même dans les grands clubs européens parce que auquel sincèrement il pouvait prétendre. Hein. C'est pas une blague ou autre. Vu l'étendue de son talent, c'était quand même une possibilité de le voir dans un grand club parce qu'il est encore jeune. Il quitte Sochaux qu'à 25 ans. Donc tu te dis quand même que c'est assez c'est un grand gâchis d'ailleurs. Il faut préciser aussi qu'à l'époque 25 ans t'étais considéré encore comme jeune. Comme jeune, ouais. C'est ça, ouais. Contrairement à aujourd'hui à 21 ans si t'as pas fait carrière c'est bon faut arrêter. À l'époque 25 ans tu dis ok ça va il y a encore le temps de faire quelque chose tu vois. Exactement et d'ailleurs tu vois en 2003 c'est un peu son prime 2003 2004 jusqu'à mi 2005 donc en fait là il revient 3 ans après il revient parce que pendant 3 ans il a un trou il n'est plus appelé en sélection du Maroc là il revient en sélection et en gros c'est là où il atteint je t'ai dit sa meilleure période sportive c'est une période très florissante parce que il gagne la Coupe de la Ligue avec Sochaux si vous vous en rappelez en 2004 bon c'est surtout grâce à la Panenka de Michael Landreau mais il la gagne donc ça compte et surtout aussi il fait des prestations énormes avec la sélection marocaine dont une finale de CAN en 2004 il fait une CAN monstrueuse il y a un but culte contre l'équipe d'Algérie, je sais pas si le chat s'en rappellera en quart de finale où justement il marque le 3e but et il enlève son t-shirt avec écrit I love Morocco où il montre le ciel ce t-shirt là. Non mais j'ai une vraie anecdote, ce t-shirt là moi je le voulais absolument. J'ai saoulé mon père pour l'avoir, j'ai fait tous les souks de Casa pour l'avoir et je l'ai jamais trouvé. Et donc si jamais un jour quelqu'un dans le chat sait quoi t'offrir. C'est ça pour Noël. Ah ouais non mais on va retrouver Jawad, on va essayer de retrouver l'original. Cette image-là est culte et ça vous montre en gros après ça, il devient une star immense au Maroc. Il devient une grosse star alors que bon, il a pas gagné, mais voilà, il a eu des actions et des périodes où en gros, il sort quand même pas mal de gros matchs, notamment avec Sochaux. Il y a une double confrontation contre Zanetti. C'est notre époque, hein. C'est quand Sochaux mettait des grands 4-0 à Dortmund en Coupe de l'UEFA. Hein. C'était vraiment une autre époque. Et donc Sochaux tombe contre l'Inter de Milan et Zahiri il met la misère à Zanetti sur les 2 matchs. Quel frère Zanetti, Maxime? Là c'est la private joke. Cristiano Javier. Problème de micro. Excusez-moi, je reviens dans 2 minutes. Il faudra me la raconter celle-là. Il a dit un Cristiano Zanetti? Bah, c'est juste qu'il y avait une fois où il nous parlait d'un match de l'Inter et il nous dit ouais les frères Zanetti du coup. Ah oui. Moi j'attends confirmation. J'ai appelé le papa, j'attends confirmation encore. Si moi c'est lui qui a raison, nous on n'est pas au courant. Il a peut-être un peu connu que l'autre après ça on sait pas. Non, moi j'ai peut-être des infos que vous avez pas hein, après. Là c'est Javier, c'est sûr. Donc il lui met la misère. Je vous invite à aller voir les compiles sur YouTube. Franchement, il le met dans sa poche. Le Zanetti. Donc nous en plus, au Maroc, ça va très vite quand un joueur marocain fait une grosse performance contre un gros club ou un gros joueur, tout de suite ça prend des proportions. Donc voilà, c'est le joueur qui a mis Zanetti dans sa poche. Et le pire, c'est qu'il l'affronte 1 an après avec l'équipe du Maroc à Casablanca contre l'Argentine. L'Argentine était venue jouer un match amical. Le Maroc a perdu, mais ça on s'en fout. Ils ont perdu 1-0. Ce qui est important, c'est que Zahiri a remis la misère à domicile à Zanetti. Et ça, ce sont des matchs qui forgent une légende. Alors le gars n'a rien gagné. Il y a eu défaite au bout, mais juste il l'a dribblé, il lui a mis des petits ponts. Et ça suffit pour en faire un joueur qui a marqué et un joueur qui a fait rêver. Et malgré que c'est une carrière qui ressemble à un gros gâchis, ces petites performances, ça a fait beaucoup. C'est un peu comme Laurent Bonnard qui a fait sa carrière sur j'ai muselé Quaresma sur un match quoi.
Mais ça compte. Moi, je respecte ce genre de performance. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui, pour moi, voilà. Moi, oui, tu es un grand joueur si tu as fait ce genre de petites performances. Donc moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que vraiment, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'était une époque où il n'y avait pas YouTube et c'était, voilà, il fallait chercher Ah les si, il y vidéos. avait YouTube. Si, ça marchait Ouais, à fond. mais- Je t'ai dit, les compiles et tout, là. Ouais, non, mais les je parle- compiles moi, sur fond de musique techno. Je parle de 2002-2003, hein, c'est pas une époque Ah, où au tout voilà, début, au tout alors, début, ouais. tout début, ouais, je parle au tout début, hein, parce que après 2005, il fait plus rien, donc tu peux regarder les compiles, tu vois, d'avant, les compiles sont venus après, mais pour avoir les premières vidéos, c'était Emule, c'était Casa, c'était tu mettais ça sur ton Voilà. disque dur. Ah oui, non mais juste- Là, on a perdu la moitié du chat ah minimum. ouais, non, mais voilà, tu téléchargeais, tu te les échangeais. Après, je suis passé en fac, je me les échangeais avec mes potes sur disque dur. Vraiment, c'était quelque chose. Il y voilà, avait du troc de il y avait dribble du- de Jawad il y avait Zahiri. il y avait du troc. J'ai des Les vidéos. compilations en J'ai- DivX. Wilson, tu la veux ou pas? Ouais, c'était ça, c'était du Denilson comme du Zahiri. J'ai un disque dur. Tu sais, c'est les disques durs, mais quand je vous dis que c'est les disques durs, t'as à l'époque, c'est des disques durs qui se branchent et que tu devais allumer. C'est pas les disques durs qui s'allument automatiquement parce que tu mets une clé USB. C'est vraiment les vieux disques durs. Tu vois, les disques durs, tu l'allumes, c'est le bruit d'un Dyson. Ça fait bzzz. Et puis t'as 100 gigas, tu vois. Et j'ai des vidéos cultes de Jawad Zahiri dedans. Peut-être qu'un jour, je les ressortirai si vous êtes gentil. Et je les regardais sous VLC. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'était la belle époque. Alors là, Ça c'est existe encore, ça existe mais encore. bien sûr que oui. Mais là, c'était le début. Donc voilà. Donc, pour faire un petit bilan, le contraste entre sa carrière et la façon dont il m'a marqué, enfin, vous voyez que c'est quand même assez fou parce que vous vous rendez compte qu'il n'a pas fait grand-chose au final. Mais malgré tout, moi, il m'a beaucoup touché. Donc je pense que voilà, c'est dû à son talent, son attitude, son flow. Ça m'a fait aimer le joueur et ça m'a fait, voilà, je le scrutais, regardez-moi ce but qu'il met contre Eh bien, Caen, s'il écoute, vous plaît. Samy, ça Regardez tombe ça. bien. On a une surprise pour toi. Jawad est là. Jawad est avec nous. Amaury, tu nous l'affiches à l'écran, s'il te plaît? Non, c'est pas vrai, pas du tout. J'ai cru. Il est Je te jure, j'étais chaud. Non, mais attends, voilà, mais vous voyez, c'est un joueur qui m'a marqué. Je pense que et je m'en excuse parce que voilà, j'ai eu des débats de fou avec mes amis qui étaient eux conscients footballistiquement parlant, contrairement à moi. Mais c'est vrai, j'ai blasphémé vraiment. Je sortais des grands. Ouais, il est meilleur que Ronaldo, R9, il est meilleur que R9. Ah ouais. Ah oui, non, mais j'étais aveuglé totalement, vraiment. J'étais dans le faux, mais quand on aime, on ne compte pas. Et d'ailleurs, tant mieux parce qu'avec Zahiri, on n'aurait pas compté beaucoup parce qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts, ni beaucoup fait de passes décisives. Donc voilà. Et pour l'anecdote, j'ai eu la chance de le voir jouer en vrai. Alors ça, c'était un vrai bonheur. Après, c'était après son départ de Sochaux et de France. En fait, il est revenu 6 mois à Nantes. D'ailleurs, je crois qu'il vient de Boavista. Donc c'était un Nantes avec Barthez et Payet, d'ailleurs, qui débutait en D1. Donc j'ai pu voir choisir mes yeux. C'était pas la meilleure des versions, hein, je vous l'accorde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis d'image de Zahiri à Nantes parce que il a pas fait grand chose. D'ailleurs, il a fait 0 but, 0 passe D à Nantes. Mais voilà, je l'ai vu et sur chaque prise de balle, j'étais content parce que je voyais un joueur que j'avais toujours voulu voir. J'avais vu devant ma télé et j'ai pu le voir en vrai. Donc ça, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite dans ma vie. Et pour une autre anecdote, je l'avais aussi croisé en boîte à Rabat. Je vais pas souvent en boîte à son. Je suis quelqu'un de très sérieux, mais donc c'était il y a quelques années. Il était encore joueur pro. Et pour vous dire le joueur qu'il était, donc je le croise en boîte à Rabat. Donc bien sûr table VIP, pas moi, hein, table VIP, lui et tout bien avec bien accompagné, si vous voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, il s'est mis à explique. Tu veux vraiment que j'explique? Non. Il s'est mis à jongler avec un glaçon. Et ça, c'est bien. Non, mais ça c'est fou. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il était au Maroc ou autre, mais il s'est mis à jongler. Il a pris un glaçon, les gars. Il a jonglé avec et il l'a mis sur son cou. Et après, tu t'es réveillé. Là, il est en train de nous réhabiliter la légende Zahiri à un niveau exceptionnel. Quoi. Je vous assure que c'est vrai. La boîte, c'est le réservoir. Voilà, si vous voulez vérifier. Et vraiment, il a pris le glaçon. J'ai le patron du réservoir avec nous. Et c'est faux. Il a jonglé avec et il l'a mis sur son cou. Non, voilà. Donc moi, ça m'avait bluffé. Et, j'ai dit, c'est bon. Voilà, tout ce que je disais, c'était vrai. Il a fait ça devant moi, c'est bon. Voilà,
C'était validé. Et donc, Je pense que c'est la meilleure anecdote de cette émission. Je pense qu'on fera jamais mieux. On peut pas faire mieux. Là. Ah, Alors, c'est dommage, j'aurais on dû filmer, s'incline. mais à l'époque, j'avais pas de bon téléphone, tu vois. Et Incroyable. j'ai une dernière phrase de Guy Lacombe qui Allez, résume un peu, termine là-dessus. qui résume un peu le bonhomme. Il disait que voilà, c'était un charmant garçon, mais quand il revenait au Maroc, où c'était une star, c'était plus difficile. Tu vois, donc il revenait un peu avec la grosse tête, je pense. Si seulement il avait compris les choses un peu plus vite, ce serait devenu un phénomène. Alors comme quoi, je me suis pas trop trompé en m'attachant à lui. Donc, merci pour tout, l'artiste. Ah, c'est vrai que c'était un potentiel assez dingue. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi à l'exploiter. Merci Samy pour cette belle chronique et émotion. On sent que ça te tenait à cœur. Hein. Avec plaisir, c'était un plaisir. Franchement, j'ai pas eu l'impression de travailler en faisant ça. Ah, c'est beau. Les amis, merci beaucoup en tout cas pour ces sujets, c'était passionnant. Merci à vous sur le chat d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère qu'il fut bon. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau League of Legends. En attendant, portez-vous bien et on vous souhaite aussi un très très bon classique demain soir évidemment à suivre sur Amazon. Passez tous un très très beau week-end et à bientôt. Bon Ciao, week-end à ciao. tous. Salut les gars. Bon week-end.